Je me suis disputée avec ma belle-mère. Ma belle-sœur m'a giflé jusqu'à me faire saigner la bouche. Mon mari a immédiatement saisi le compte d'épargne de 300 000 € et m'a pris la main. « Viens. Toi et moi ne pouvons plus rester dans cette sale maison. » C'était la fin d'après-midi du réveillon du Nouvel An, alors que tout le monde dehors commençait déjà à allumer les lumières, décoratives, se préparant pour la célébration du Nouvel An. Quant à moi, j'étais dans la cuisine de mes beaux-parents, les manches retroussées, la sueur imprégnant le dos de ma chemise. Mon nom est Claire, j'ai 32 ans, et je suis directrice financière d'une entreprise de produits alimentaires. J'ai épousé Antoine il y a 4 ans. Ces 4 années, appelées aussi les 4 années de Nora, sont aussi 4 années où j'ai appris à supporter beaucoup de désagréments pour maintenir la paix dans la famille. La maison de mes beaux-parents était bondée ce jour-là. Depuis la véranda, j'avais déjà entendu le bruit des voitures qui arrivaient, les enfants courir et jouer, et les rires joyeux des adultes. Le salon était lumineux. La table basse était remplie de galettes des rois, de pâtisseries, de fruits secs et de fruits frais. Mais dans la cuisine, j'étais seule, tournant comme une toupie entre le gratin de morue au four, la poêle à nems et les quelques plats que je n'avais pas encore eu le temps de dresser. Antoine a essayé de venir m'aider, mais dès qu'il est arrivé à la porte de la cuisine, mon beau-père l'a rappelé. « Antoine, viens t'asseoir avec les oncles un instant. » « Que font les hommes dans la cuisine ?» Il m'a regardé avec gêne. J'ai juste hoché la tête, lui faisant signe que ce n'était pas un problème. Honnêtement, je ne voulais pas qu'il soit réprimandé par ses parents à cause de moi, accusé de trop flatter sa femme. Dans cette maison, il suffisait qu'Antoine prenne ma défense une seule fois pour que ma belle-mère soupire toute la journée, parce que son fils avait tellement changé depuis son mariage. Ma belle-mère s'appelle Hélène. Elle était assise dans le salon, vêtue d'une robe de velours, bleu foncé avec un collier en or, tenant une tasse de thé comme une femme de la haute société. Chaque fois que quelqu'un me posait des questions, elle souriait, radieusement. Ma Claire est directrice financière, vous savez. Elle est douée avec les chiffres et les papiers. Chaque fois qu'il y a des calculs à faire dans cette maison, il suffit de l'appeler. Quiconque l'entendrait de l'extérieur penserait que ma belle-mère m'aimait et était fière de sa belle-fille. Mais je connaissais bien ce ton. Ce n'était pas vraiment un compliment. C'était ça, façon subtile de rappeler aux membres de la famille que j'avais de l'argent, que je savais gérer les finances, et que, par conséquent, les dépenses de la famille de mon mari devaient de préférence être prises en charge par moi. Après plus de 4 ans, je m'y étais habituée. Le jour de l'anniversaire de son grand-père, c'est moi qui ai payé le buffet. Pour l'anniversaire de mon beau-père, je lui ai acheté une montre. Quand ma belle-mère a eu besoin d'aller chez le médecin, j'ai payé les frais d'hospitalisation. Le toit de la cuisine fuyait, j'ai viré l'argent à l'entrepreneur. Quand des parents de la campagne sont venus nous rendre visite quelques jours, c'est moi qui ai pris en charge les frais d'hébergement et de nourriture. Si je notais chacune de ces dépenses, cela remplirait un épais carnet. En retour, je recevais rarement un remerciement sincère. Le plus douloureux était qu'à chaque fois que j'hésitais ne serait-ce qu'un instant, ma belle-mère disait « Qui se marie ne veut pas avoir une maison, mais ils doivent aussi savoir prendre soin de la famille de leur mari. L'argent que tu gagnes doit aussi être utilisé pour maintenir les liens familiaux. Si vous gardez tout pour vous, qui vous aimera plus tard ?» Ma belle-sœur, Vanessa, était beaucoup plus directe. Elle était mariée et avait sa propre maison, mais presque chaque semaine, elle amenait ses enfants chez sa mère pour dîner, se plaignait de difficultés financières, et bien qu'elle dise qu'elle aimait ses parents, quand il s'agissait de contribuer, elle se dérobait. Toujours, Vanessa savait attirer l'attention. Ce jour-là, elle portait une robe rouge, un bracelet en or au poignet, et ses ongles étaient vernis de couleur vive. Dès qu'elle est entrée dans la cuisine, elle m'a vu porter un plat de gigot d'agneau rôti. Elle a froncé le nez. Ma belle-sœur était vraiment talentueuse, mais le talent exige aussi de la générosité, car être une belle fille dans cette maison et devoir calculer chaque centime rendait la vie très difficile. J'ai entendu cela et j'ai seulement souri amèrement. Je savais que l'affaire de son mari, Serge, rencontrait des difficultés. Plusieurs fois, lors des dîners de famille, il recevait des appels de créanciers. Cependant, Vanessa gardait toujours une apparence de vie luxueuse, mais ses yeux devenaient toujours agités chaque fois que quelqu'un mentionnait des dettes. Je ne disais
Rien, non pas parce que je ne savais pas, mais parce que je pensais que chacun devait garder sa dignité. Antoine m'avait dit plusieurs fois « Claire, ne porte plus tout le fardeau sur tes épaules pour ma famille. Fais ce qui est raisonnable. Refuse les abus. Je ne veux pas que tu vives malheureuse juste pour faire plaisir aux autres. » Mais à l'époque, j'étais encore faible. Je pensais que ma belle-mère, malgré tout, était la mère d'Antoine. Vanessa, aussi, difficile soit-elle, était sa sœur. Si je pouvais endurer un peu, si je pouvais ignorer quelque chose, alors la famille serait en paix. Mais je me suis trompée. Il y a des gens qui ne considèrent pas la patience comme une vertu. Elle considérait cela comme un signe pour me tourmenter encore plus. Le dîner n'était pas encore servi que ma belle-mère m'a appelée du salon. « Claire, viens, ici. J'ai besoin de te parler de quelque chose pour la nouvelle année. » Sa voix était si douce que j'en ai eu des frissons. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je suis allée au salon. Plus d'une douzaine de pères d'yeux se sont immédiatement tournés vers moi. Madame Hélène a sorti un papier plié de son sac, à main, l'a déplié et l'a posé sur la table basse. Dessus, il y avait une liste de dépenses écrites très clairement. Argent pour les repas pendant les 3 jours de fête. Argent pour les cadeaux des membres de la famille. Argent pour les cadeaux des enfants. Argent pour changer les rideaux du salon. Argent pour restaurer le petit hôtel des ancêtres. J'ai regardé le montant total en bas de la page et j'ai senti mon cœur se serrer. Plus de 15 000 €. J'ai levé la tête vers ma belle-mère, essayant de garder une voix calme. « Maman, ce montant est trop élevé. Laissez-moi en parler d'abord à Antoine. » Madame Hélène souriait, toujours, mais ses yeux étaient devenus perçants. Elle a posé sa tasse de thé, a dit lentement, mot par mot, « De quoi d'autre y a-t-il à discuter cette année? Vous êtes les plus aisés financièrement. Pourriez-vous avancer l'argent pour moi? Considérez cela comme un geste de respect. Cet argent finira par revenir aux enfants de la famille. Vous ne perdrez rien en faisant cela. » La pièce était silencieuse. J'étais là, mes mains sentant encore l'ail et les oignons, mon cœur comme gelé. Soudain, j'ai réalisé que ce dîner de fin d'année n'était pas seulement une réunion de famille. C'était un repas somptueux, et j'étais le plat principal sur lequel il comptait tirer profit. J'étais debout au milieu de la pièce, regardant la liste de dépenses de plus de 15 000 € sur la mécanisée table, la gorge serrée. Si c'était il y a quelques années, j'aurais probablement baissé la tête et dit « Oui, maman, je m'en occuperai. » Puis, ce soir-là, j'aurais ouvert mon compte d'épargne, retiré l'argent pour subvenir aux besoins de la famille de mon mari. Mais après 4 ans, après tant de fois où j'ai dû utiliser mon propre argent pour combler des lacunes, sans fond au nom des liens familiaux, j'ai réalisé une chose. Plus j'étais obéissante, plus il considérait cela comme mon devoir. En me mariant, je pensais que si je vivais correctement, ma belle-mère finirait par m'aimer. La première fois qu'Hélène m'a demandé de virer 1000 € pour aider à réparer le toit de la cuisine, je n'ai pas hésité. La deuxième fois, elle a dit que Vanessa avait du mal à payer les frais de scolarité de son fils et j'ai aidé. Puis vint la 3e fois, la 4e fois, les montants augmentèrent et les remerciements diminuèrent jusqu'à disparaître presque complètement. Je me souviens qu'une fois, malgré une forte fièvre, j'ai eu du mal à préparer le déjeuner pour la famille, juste parce que j'avais oublié d'acheter la sorte de thé qu'elle aimait, dit-elle devant toute la famille. Les belles filles d'aujourd'hui gagnent de l'argent, mais cela ne sert à rien. En pensant à cela, j'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix aussi calme que possible. « Maman, je ne dis pas que je n'aiderai pas, mais ce montant est trop élevé. 15 000 € n'est pas une petite somme. Je pense que cela doit être discuté calmement par Antoine et moi avant de prendre une décision. » J'ai parlé lentement, essayant d'adoucir ma voix à chaque mot. Je ne voulais pas transformer le dîner de fin d'année en une dispute devant tout le monde, mais l'expression d'Hélène a immédiatement changé. Son sourire forcé s'est éteint comme une flamme. Il s'est adossé à sa chaise, les yeux mi-clos, me regardant attentivement de la tête aux pieds. Ce regard me faisait me sentir non pas comme une belle fille, mais comme une marchandise à évaluer. De quoi d'autre y a-t-il à discuter? Je vous ai déjà dit ce qu'il fallait dire. Je ne demande rien pour moi-même. Je fais ça pour cette famille, pour la réputation de son mari. Si vous êtes la femme d'Antoine, vous devez aussi savoir comment lui sauver la face. J'ai entendu l'expression « sauver la face de son mari » d'innombrables fois. Chaque fois que sa famille avait besoin d'argent, ils utilisaient la réputation d'Antoine comme un bouclier, comme si en payant,
Le coupable ne serait pas celui qui demandait de manière abusive. Oui, j'ai serré les mains, les ongles s'enfonçant dans ma paume. Maman, je comprends l'importance de l'honneur familial, mais notre argent a aussi ses propres objectifs. Je ne peux pas simplement le donner chaque fois que quelqu'un en a besoin. Les membres de la famille, assis autour, ont commencé à se regarder. Une tante a soupiré. Une cousine m'a regardé de travers puis a baissé la tête pour ramasser quelques fruits secs. Mais son regard n'était plus amical. L'atmosphère chaleureuse de la pièce est soudain devenue étouffante et lourde, comme la fumée de la cuisine en fin d'après-midi. Je savais qu'à leurs yeux, la simple mention de l'argent suffisait à être considérée comme avare, alors que tout ce que la belle famille demandait, elle ne faisait qu'invoquer le devoir filial. Bien sûr, Vanessa n'a pas manqué l'occasion. Elle a claqué son verre sur la table et a ri avec mépris. « Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu es directrice financière et tu fais tout un plat pour 15 000 € avec ta belle-mère. Quiconque l'entendrait penserait que cette famille te supplie d'argent. » Puis elle s'est tournée vers les autres membres de la famille, élevant délibérément la voix. La belle-sœur de mon neveu est très compétente, gagne beaucoup d'argent, mais elle est très avare avec son argent. J'ai regardé Vanessa. Ses yeux brillaient d'une satisfaction désagréable, comme si elle attendait ma réaction pour me pousser à bout. J'ai répondu calmement. Je gagne mon propre argent, alors j'en connais la valeur. L'argent que je gagne n'est pas pour que n'importe qui le prenne à sa guise. Si c'est pour une cause juste, je ne refuserai jamais, mais les choses doivent être claires. Dès que j'ai fini de parler, la pièce est devenue silencieuse. J'ai entendu le bruit d'un nœud qui tombait sur une assiette en porcelaine. Madame Hélène a claqué sa main sur la table basse, faisant déborder l'eau de sa tasse. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu insinues que ta belle-mère n'est pas honnête? Tu vis dans cette maison depuis 4 ans? Tu manges dans cette maison? Tu portes le nom de cette famille? Et maintenant, juste parce que ta mère te demande un service, tu parles de mon argent. Ton argent? Je suis restée sans voix pendant 4 ans. Je n'ai jamais mangé ni bu avec l'argent de sa famille. Littéralement, après le mariage, nous avons déménagé dans notre propre maison. J'ai toujours aidé à couvrir les dépenses des 2 familles. Même les objets sur l'autel des ancêtres ont été achetés avec mon argent. Mais aux yeux d'Hélène, j'étais toujours la personne la plus appréciée de cette maison. Elle n'a pas voulu s'arrêter. Il a pointé du doigt, sa voix de plus en plus acerbe. « Vous êtes sans doute très talentueuse, mais une femme, quelle que soit sa réussite, si après 4 ans de mariage elle n'a toujours pas donné d'enfant à son mari, elle doit connaître sa place. La belle famille ne vous a pas encore critiqué pour votre infertilité, et vous commencez déjà à compter chaque sou avec votre belle famille? C'est vraiment douloureux. » Cette phrase fut comme un couteau qui transperça ma plus profonde blessure. Le problème des enfants était la tristesse silencieuse de notre mariage depuis plusieurs années. J'avais consulté des médecins, pris des médicaments, enduré d'innombrables questions indélicates de la part de tous. Antoine m'avait toujours dit de ne pas le presser, que les enfants étaient une question de chance et que ma santé était la chose la plus importante. Mais aujourd'hui, devant toute la famille, ma belle-mère utilisait cela comme une arme pour me forcer à céder. Antoine n'était pas dans la pièce à ce moment-là. Son père l'avait emmené chez les voisins pour saluer quelques invités âgés, sous prétexte que les hommes devaient savoir socialiser à la fin de l'année. S'il avait été là, Hélène n'aurait pas été aussi directe. Ou peut-être l'aurait-elle dit quand même, certaine que je n'oserais pas répliquer devant la famille. Mes yeux piquaient, mais je n'ai pas pleuré. J'avais trop pleuré pendant les premières années de mon mariage. J'ai serré les lèvres, j'ai essayé de ravaler la boule de colère dans ma gorge et j'ai regardé Hélène droit dans les yeux. « Maman, tu peux me critiquer pour l'argent, mais s'il te plaît, n'utilise pas le problème des enfants pour me faire du mal. Je ne mérite pas cette humiliation. » Hélène fut un instant surprise. Peut-être ne s'attendait-il pas à ce que j'ose dire cela devant tout le monde. Cependant, Vanessa a bondi, le visage rouge de colère, les yeux brillants comme si elle attendait ce moment. Je savais que la vraie tempête allait commencer. Vanessa s'est levée si vite que la chaise derrière elle a raclé le sol en mosaïque, produisant un bruit strident. Les membres de la famille qui mangeaient des fruits secs se sont retournés en sursaut. Elle a pointé son doigt vers mon visage, ses ongles peints en rouge me frôlant presque le nez. Sa voix stridente résonnait dans la pièce. « Tu oses encore contredire ma mère? Cette famille te traite si mal que tu te prends pour une reine, n'est-ce pas ?» J'ai regardé Vanessa, sentant un frisson me parcourir le dos. Avant, il suffisait qu'elle élève un peu la voix pour que je recule d'un pas, que je baisse la tête et que je m'excuse pour mettre fin à la dispute. J'avais peur de causer de la honte. J'avais peur que ma belle famille ne soit pas contente. J'avais peur que mes parents disent qu'une belle fille instruite ne savait pas se comporter. Mais aujourd'hui, après les paroles de ma belle-mère sur les enfants, quelque chose en moi s'est brisé. Je n'ai pas reculé, je suis restée silencieuse. Mes mains tremblaient encore un peu, mais ma voix était plus calme que je ne l'avais imaginé. « Vanessa, je n'ai pas contredit ma mère. J'ai juste dit que je ne méritais pas d'être insultée.
Je respecte ma mère, mais le respect ne signifie pas laisser les gens me dire ce qu'ils veulent. Dès que la phrase fut prononcée, le visage de Vanessa devint rouge. Elle se tourna vers Hélène, comme pour lui prouver que j'étais une belle fille insolente qui devait être punie sur le champ. Hélène ne l'arrêta pas. Elle resta assise, les lèvres serrées, les yeux froids comme de la glace. Son silence était comme un hochement de tête invisible, permettant à Vanessa de continuer. Elle s'est approchée de moi, ses pas rapides, le cliquetis de ses talons hauts résonnant sur le sol. Ne me parle plus avec des mots doux. Laisse-moi te dire. Une belle fille doit-elle savoir baisser la tête? Une belle-mère dit une chose. Tu dois dire « Oui, madame », 2 fois, pour gagner un peu d'argent dehors. Jusqu'ici? Qui se vanterait? Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai répondu d'une voix basse. Je ne me vante de rien, mais l'argent ou la position de Claire ne vous donne pas le droit de m'humilier. L'atmosphère dans la pièce est devenue si tendue qu'il semblait que le moindre bruit pouvait faire exploser les choses. Une tante a regardé Hélène, comme si elle s'attendait à ce que sa fille intervienne. Mais ma belle-mère a juste soulevé la théière et a bu une gorgée très lentement. J'ai clairement vu les coins de ses lèvres se relever légèrement, non pas un sourire, mais la satisfaction froide de quelqu'un qui laisse sa fille faire le sale boulot. Vanessa a serré les dents. « Ah, tu es si intelligente, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu oses dire que toute cette famille t'humilie. Sais-tu pourquoi les gens doivent te dire ces choses? Parce que tu ne te mets pas à leur place. 4 ans, et tu n'as toujours pas donné de petit enfant à cette famille. Et maintenant, tu ne veux même plus leur donner d'argent. Alors pourquoi es-tu venue ici? » Chaque mot qu'elle prononçait était comme une pierre jetée à mon visage. J'ai avalé difficilement ma salive, mais j'ai essayé de retenir un cri. J'ai parlé lentement mais clairement. Peut être que vous ne m'aimez pas, mais vous êtes aussi une femme. Vous savez qu'avoir des enfants n'est pas quelque chose qui peut être obtenu par simple volonté. Si aujourd'hui quelqu'un profitait de votre douleur pour vous humilier devant votre famille, l'endureriez-vous? En entendant cela, les yeux de Vanessa s'agrandirent. Tu me fais la morale? Je n'ai pas eu le temps de réagir. Elle s'est précipitée sur moi. Tout s'est passé si vite que j'ai juste eu le temps de voir son bras levé, sa bague sertie de pierres scintillantes sous les lumières du plafond. Un cri strident, très fort, très douloureux a retenti. Mon visage a soudainement tourné sur le côté, mes oreilles ont bourdonné, ma vision s'est obscurcie pendant quelques secondes. Une douleur brûlante s'est répandue de ma joue au coin de ma bouche. J'ai titubé en arrière, m'agrippant au bord de la table pour ne pas tomber. Un goût métallique salé a envahi ma bouche. J'ai porté ma main à mes lèvres. Le bout de mes doigts était humide et chaud. En baissant les yeux, j'ai vu du sang rouge vif sur ma main. La bague de Vanessa avait déchiré le coin de ma lèvre. La coupure était profonde, et chaque fois que j'essayais de bouger ma bouche, cela faisait horriblement mal. La pièce était absolument silencieuse pendant quelques secondes, juste quelques secondes, mais pour moi, c'était comme une éternité. J'ai levé la tête et j'ai regardé chacun. Le vieil oncle a détourné le regard. Le cousin s'est baissé pour ramasser une serviette qui n'était même pas tombée. Les plus jeunes se sont recroquevillés dans un coin, l'air très effrayé. Mais personne n'est venu m'aider. Ce qui m'a fait plus mal que la gifle, c'est la réaction de ma belle-mère. Hélène n'a même pas regardé la trace de sang sur ma bouche. Elle a bondi, a attrapé le bras de Vanessa et a frotté le dos de sa main, comme si elle craignait que sa fille ne se blesse. « Allons, pourquoi s'inquiéter? C'est la fin de l'année. Ne portons pas malheur. » Cette phrase fut comme une douche froide. C'était moi qui souffrais, mais c'était Vanessa qui était consolée. Elle n'a toujours pas baissé la voix. Il a levé la tête et m'a regardée avec mépris. « Cette gifle est là pour te rappeler ta place, Claire, dans cette maison. Ne pense pas que parce que tu as épousé Antoine, tu peux mépriser tout le monde. J'ai entendu quelqu'un marmonner derrière moi. Allez, Claire, c'est la fin de l'année. Courage, les affaires de famille se régleront à la maison. » J'ai murmuré doucement, mais mes lèvres bougeaient à peine. La douleur était intense, le sang coulait davantage. Les affaires de famille. Si c'était vraiment les affaires de famille, pourquoi m'humiliait-il devant tout le monde? Pourquoi une gifle qui me faisait saigner était-elle seulement considérée comme une simple crise nerveuse? J'ai regardé la serviette. Le papier était sur la table basse, à moins d'une main de mon bras, mais personne ne bougeait. J'ai tendu la main et l'ai pressée sur mes lèvres. Ma main tremblait, non pas de peur, mais d'une sensation de froid, clair, qui grandissait en moi. J'ai regardé Hélène, j'ai regardé Vanessa, et les visages autour qui faisaient semblant d'être embarrassés. À cet instant, j'ai réalisé une chose très clairement. Je n'étais pas seulement agressée par ma belle-sœur, j'étais aussi méprisée par toute la famille à l'unanimité. Et à ce moment précis, la grille de la cour a gémi. Quelqu'un venait d'arriver. Mon cœur s'est serré en entendant la voix d'Antoine appeler de l'extérieur. « Claire, où es-tu »
La voix d'Antoine a résonné depuis la cour, pas trop forte, mais assez pour faire taire tout le salon. Je suis restée immobile, une main toujours pressée sur le coin de mes lèvres avec la serviette, sentant la douleur brûlante se répandre dans mon cou. Les membres de la famille qui faisaient semblant de ne rien voir se sont immédiatement tournés vers la porte, comme s'ils avaient trouvé une issue à ce silence oppressant. Quant à Vanessa, elle se tenait toujours devant moi, le menton légèrement levé et une expression provocante qu'elle n'avait pas eu le temps de dissimuler. Antoine est entré rapidement. Il avait un peu de poussière de la cour sur ses épaules et tenait la mallette en cuir marron foncé qu'il avait laissée dans la voiture. Il venait probablement juste des voisins et ne comprenait pas encore ce qui s'était passé dans le salon. Mais dès qu'il m'a vu, ses pas se sont immédiatement arrêtés. Son regard s'est posé sur la coupure sur ma lèvre, puis sur la petite trace de sang sur mon col, et s'est finalement arrêté sur ma main tremblante. À ce moment-là, j'ai vu l'expression d'Antoine changer. Ce n'était pas une fureur bruyante, mais une froideur profonde, comme une porte qui claque en lui. Il ne m'a rien demandé, ni ne s'est tourné pour confronter qui que ce soit. Il est allé directement vers moi, a pris une serviette propre sur la table, a doucement repoussé ma main et l'a pressée sur ma blessure. « Ça fait très mal, mon amour. » Sa voix était grave et rauque. Il voulait dire que ce n'était rien, comme il l'avait dit tant de fois auparavant. Mais j'ai à peine bougé les lèvres. La douleur lancinante m'a seulement fait secouer la tête. Antoine m'a regardé. Ses yeux sont rapidement devenus rouges. Sa main s'est posée sur mon dos, me soutenant comme s'il craignait que si je le lâchais, je tomberais en plein milieu de cette pièce. Puis il s'est retourné. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot prononcé était si froid que toute la pièce est devenue silencieuse. « Qui a frappé ma femme ?» Personne n'a répondu. Hélène a jeté un coup d'œil à Vanessa puis s'est immédiatement levée. Elle s'est approchée, essayant d'adoucir sa voix. « Antoine, tu viens d'arriver. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une affaire de femme. Rentre chez toi. Nous parlerons calmement. » Claire a été impertinente avec sa mère. Sa sœur s'est mise en colère et lui a donné une leçon. C'est la fin de l'année. Ne faisons pas d'histoire. J'ai entendu la phrase lui a donné une leçon et mon cœur s'est serré. Donc, à ses yeux, être battue au sang n'était qu'une leçon pour une belle fille ingrate. Antoine a regardé sa mère. Son regard a fait reculer légèrement même Hélène. « Qu'est-ce que tu dis ? Donner une leçon à ma femme ?» a-t-il répété très lentement, comme pour s'assurer qu'il n'avait pas mal entendu. Ma femme n'est pas un punching ball pour que cette famille puisse l'instruire à sa guise. Hélène fut stupéfaite. Être ne s'attendait-elle pas à ce qu'Antoine soit aussi direct devant sa famille. Depuis l'enfance, il avait été attentionné, contredisant rarement ses parents. Plus il était silencieux, plus elle croyait qu'en utilisant le mot respect, elle pourrait le contrôler. Vanessa a ri avec mépris, un rire aigu et sec. « Tu défends ta femme, mais tu dois te modérer. Elle n'a dit que 2 ou 3 choses et elle a déjà joué la victime. Maintenant, tu tournes le dos à ta mère et à ta sœur. Sans cette famille, vous ne seriez pas devenus ce que vous êtes aujourd'hui. » Antoine s'est tourné pour la regarder. « Répète ce que tu viens de dire. » Vanessa croisa les bras sans aucune peur. « Ai-je dit quelque chose qui n'était pas vrai ? Tu as pris femme et tu as oublié tes origines. Ta petite femme gagne un peu d'argent et pense qu'elle peut subvenir aux besoins du monde entier. Aujourd'hui, sa mère lui demande de l'aider pour les dépenses de la nouvelle année et elle fait tout un plat. C'est vraiment une belle fille comme ça. Si tu n'as pas été giflée, va sur l'autel et assieds-toi là. » J'ai senti la main d'Antoine, qui me soutenait le dos, se resserrer. Il est resté silencieux quelques secondes, et toute la pièce est restée silencieuse avec lui. Un silence plus lourd que n'importe quel cri. Puis, Antoine a doucement placé la serviette dans ma main et a dit doucement « Tiens ça ». Il se baissa, ramassa la mallette posée près de la chaise et l'ouvrit. Le bruit du métal s'ouvrant résonna clairement dans la pièce tendue. Tous les regards se tournèrent vers sa main. Antoine sortit un livret d'épargne enveloppé dans une feuille de plastique transparent de l'intérieur de la mallette. Il ne le cacha pas, ni ne donna d'explication immédiate. Il le posa directement sur la table basse, à côté de la liste des dépenses totalisant plus de 15 $. Le livret que ma mère m'a montré. La famille veut parler d'argent, n'est-ce pas ? Dit Antoine. Hélène fronça les sourcils en voyant le livret. Vanessa aussi se pencha pour regarder. Un oncle assis à proximité ne put s'empêcher de lire à voix basse ce qui était écrit sur la couverture. 300 000 €. Dès que ces mots furent prononcés, la pièce fut remplie de murmures. Certains regardaient Antoine, d'autres me regardaient, d'autres encore regardaient Hélène. Ma belle-mère pâlit. Ses yeux s'agrandirent, entre la stupéfaction et le calcul. Elle n'avait jamais su que nous avions une somme d'argent aussi importante. Dans son esprit, Antoine était un fils obéissant. Quant à moi, malgré un bon salaire, cela ne suffisait qu'à lui demander de l'argent de temps en temps.
Je ne m'attendais pas à voir un compte d'épargne de 300 000 raies à notre nom apparaître devant lui. Vanessa a également été stupéfaite pendant quelques secondes, mais rapidement ses yeux ont brillé d'une cupidité difficile à cacher. « Tu as tant d'argent. Et pourtant, quand ta mère te demande 15 000 raies, ta femme se plaint toujours, dit-elle d'une voix pleine d'envie et de ressentiment. Il cachait très bien la famille. Il n'aidait en rien, mais laissait cette femme tout contrôler. Antoine la regarda, et rit amèrement. « Ne parle pas de famille après que tu aies frappé ma femme jusqu'à la faire saigner. » Puis il se tourna vers Hélène, la voix baissée. « Et maman, ne parle pas de piété filiale quand tu as été témoin de ta fille giflant ta belle-fille devant tout le monde. » Hélène a rapidement changé de ton, essayant de maintenir son autorité. « Antoine, calme-toi. Cet argent est à toi, mais il est aussi à la famille. La maison a besoin de réparation. Donne-moi l'argent, et je m'occuperai de tout. » À ce moment-là, j'ai ressenti un véritable courant d'air froid. Pas un mot pour demander si j'avais mal, pas un mot pour exiger que Vanessa s'excuse. Ce qui l'intéressait le plus était toujours le carnet sur la table. Antoine ramassa le carnet, le remit dans sa mallette, puis se tourna et me prit la main. Sa main était chaude, mais sa voix était froide. « À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de surveiller notre argent, et tu n'as plus besoin de faire la morale à ma femme. » Il regarda autour de lui. À tous ceux qui sont restés silencieux pendant l'agression, à Vanessa, qui était encore rancunière, et à Hélène, qui semblait plus pâle de cupidité que d'inquiétude. Finalement, il se baissa, ramassa le dossier et me tira doucement par la main vers la porte. « Allons-y, » dit Antoine. Chaque mot était clair pour que tout le monde l'entende. Nous ne restons pas une minute de plus dans cette sale maison. Dès qu'Antoine eut fini de parler, l'air de la pièce fut comme aspiré. Il me prit la main et se dirigea vers la porte, d'un pas ferme mais pas pressé. Je le suivis, une main toujours pressée sur ma bouche, avec la serviette, le goût métallique du sang encore dans ma bouche. Étrangement, au milieu de tant de douleur et d'humiliation, je sentis mon cœur un peu plus léger. Au moins cette fois, je n'avais pas à faire face à toute cette maison seule, mais nous n'avions fait que quelques pas. Hélène a bondi. Le bracelet en or à son poignet est tombé à côté de la table avec un bruit sec. Elle a couru pour nous bloquer le passage à la porte du salon, les bras tendus, comme si Antoine emportait quelque chose de plus précieux que la vie elle-même. « Antoine, où vas-tu avec ce carnet ?» Antoine s'arrêta, et moi aussi. Ce qui me laissa sans voix, ce n'était pas le fait qu'elle nous bloque le passage, mais son regard. Elle ne regardait pas la trace de sang sur ma lèvre, ni mon visage pâle, et encore moins ne se retournait pas pour exiger des excuses de Vanessa. Son regard était fixé sur la mallette, en cuir qu'Antoine tenait, où se trouvait le carnet de 300. J'ai économisé 000 roubles. Je vais emmener Claire à l'hôpital, dit Antoine brièvement. Hélène a immédiatement crié. À l'hôpital ? Mais le carnet est toujours là. J'ai besoin de cet argent pour régler certaines choses. Dès que la phrase fut prononcée, la pièce fut à nouveau silencieuse. Je l'ai regardée, sentant un frisson me parcourir le dos. Ces 300 000 euros sont à nous. Mais elle parlait comme si Antoine s'enfuyait avec son argent. À ce moment-là, son inquiétude semblait plus grande que tout souci d'honneur familial. Antoine se retourna. Ses yeux s'assombrirent. « As-tu besoin de cet argent ?» demanda-t-il. « Très peu. Qu'est-ce que tu vas faire avec notre argent ?» Hélène ouvrit la bouche, mais ne put répondre immédiatement. L'air d'autorité sur son visage a soudainement disparu. Il a jeté un coup d'œil à Vanessa, puis a regardé vers la porte arrière. C'est ce regard qui m'a fait le suivre. Près de la sortie de la cour arrière, Serge, le mari de Vanessa, était caché derrière la porte en bois. Il était pâle, les lèvres sèches, et tenait son téléphone si fort que ses jointures étaient blanches. Je l'avais rencontré plusieurs fois auparavant, mais je ne l'avais jamais vu aussi embarrassé. Normalement, il était très bavard, se vantant de connaître telle ou telle personne, se présentant toujours comme un grand homme d'affaires. Mais maintenant, une simple question d'Antoine suffisait à lui faire baisser la tête, évitant le regard de tous. Vanessa s'est immédiatement avancée, la voix acerbe. « Maman a besoin d'argent pour s'occuper de tout ici. Ce n'est pas parce que ta femme a une petite égratignure que tu dois faire tout un plat. Quel genre d'homme se laisse influencer par une femme ? Vas-tu être ingrat envers ta mère juste pour une femme ?» Antoine a ri amèrement. « Tu viens d'agresser ma femme, et maintenant tu veux me faire la leçon sur la gratitude ?» Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Elle allait protester. Mais Hélène lui tira le bras, peu, être de peur qu'elle n'en dise trop et ne révèle quelque chose. Elle baissa la voix, essayant d'être plus douce. « Antoine, je suis vieille maintenant. Je veux juste que tout aille bien à la maison. Emmène Claire d'abord chez le médecin. Laisse le livret chez moi quelques jours. Une fois que j'aurai tout réglé, je te le rendrai. » En entendant cela,
J'ai failli éclater de rire, le laisser quelques jours, le régler et le rendre. Ces mots doux étaient exactement les mêmes que ceux qu'elle utilisait quand elle m'empruntait de l'argent, et le considérait ensuite comme un cadeau. Mais cette fois, ce n'était pas quelques euros, ni quelques centaines d'euros, mais 300 000 euros. À ce moment-là, en regardant la table basse, j'ai remarqué une pile de papier sous le plateau de dessert. Au début, elle était cachée par la liste des dépenses, mais quand Hélène a frappé sur la table, tout a bougé et un coin de la pile de papier est apparu. J'ai lu la ligne imprimée sur l'entête. Un accord de participation volontaire à l'entreprise familiale. Mon cœur battait la chamade. Je me suis lentement approchée de la table, ignorant les cris de Vanessa. « Qu'est-ce que tu fais » Je n'ai pas répondu. J'ai sorti la liasse de papier de sous le plateau. Hélène a immédiatement pâli. Elle a essayé de les arracher, mais Antoine a été plus rapide. Il m'a doucement saisi le poignet, mais suffisamment pour m'empêcher de toucher les papiers. Je me suis penchée pour lire. Dans la section des informations sur les participants, nos noms, mon nom et celui d'Antoine, étaient déjà tapés. Nom complet, numéro de CPF, numéro d'identification fiscale brésilien, adresse, et en dessous la ligne des frais de participation. 300 000 R, pas 15 000 pour les dépenses du Nouvel An, mais 300 000 euros. Exactement le montant de notre compte d'épargne. Ma tête tournait. Après tout, ce dîner de fin d'année n'était pas seulement un moyen de me faire pression pour que je donne de l'argent devant la famille. Ils avaient déjà préparé les papiers. Ils connaissaient ou soupçonnaient l'existence du compte d'épargne. Ils voulaient transformer notre argent en un investissement volontaire. Ensuite, même s'ils perdaient tout, il nous serait difficile de le récupérer. L'eau. Antoine a pris les papiers et les a feuilletés. Son visage devenait de plus en plus froid. « Quel spectacle !» dit-il. « Il y a même de la place pour les signatures, les empreintes, digitales et les noms des témoins. » Il leva la tête et regarda sa mère. « Vous êtes très bien préparée. » La voix d'Hélène tremblait. « C'est juste une précaution. La famille veut ouvrir un nouveau magasin. Avoir tous les papiers en ordre évitera des problèmes plus tard. »« Quel magasin ?» demanda Antoine. « Immédiatement. »« Au nom de qui ? Qui va le gérer ? Et pourquoi ma femme et moi devrions-nous investir 3 0 0 0 0 sans le savoir ?» Elle est restée silencieuse. Vanessa s'est mordu les lèvres, et Serge, debout près de la porte, a pâli davantage. À ce moment-là, j'ai réalisé que cette affaire familiale était très probablement liée à Vanessa et son mari. Et si Antoine n'était pas apparu, si j'avais cédé à la pression, peut-être que ce soir-là, ils auraient trouvé un moyen de nous forcer à signer ce papier. Antoine a refermé la pile de papier et l'a claqué sur la table. Le bruit a fait sursauter tout le monde dans la pièce. Il a regardé Hélène et Vanessa avec un regard de manque de respect. « De toute façon, ils ne nous ont pas invités à dîner ce soir, » dit-il. Chaque mot qu'il prononçait était clair, comme s'il voulait que nous dépensions tout notre argent. J'étais à côté de lui, mes lèvres me faisaient toujours mal, mais mon cœur était plus froid que la blessure. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que la gifle de Vanessa n'était être que la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il y avait un piège tendu, et nous n'étions que deux. La liasse de contrat était sur la table, l'écriture noire claire, déchirante. 300 000 raies, exactement le montant des économies qu'Antoine venait d'apporter. Je me suis assise à côté de lui, une main toujours pressée sur ma bouche avec la serviette, le corps glacé, comme si j'étais tombée dans un abîme sans fond. Après tout, depuis le début, le fait qu'il parle d'argent n'était pas un hasard, ni un caprice de ma belle-mère de vouloir que je paie les dépenses du Nouvel An. Tout était prêt. En attendant notre entrée, Antoine a repris les papiers, les feuilletant très lentement. Plus il lisait, plus sa mâchoire se serrait. Je pouvais sentir sa main serrer la mienne plus fort, non pas pour me tirer, mais comme s'il essayait de retenir sa rage. Un homme habituellement calme et doux, comme Antoine. Quand il atteint ce point de silence, cela signifie que la douleur est plus grande que la colère. Il posa les papiers sur la table, regarda Hélène droit dans les yeux. « Sais-tu pourquoi j'ai apporté ce carnet, aujourd'hui ?» En entendant cela, les yeux d'Hélène s'éclairèrent. Peut-être, pensait-elle qu'Antoine était plus doux, ou du moins qu'il respectait toujours. Sa mère aimait sa sœur et craignait le mot ingrat. Il s'avança, la voix, adoucie. « Bien sûr, vous avez raison de l'emmener. Avec une somme aussi importante, il faut s'occuper de sa mère pour que tout se passe bien. Vous êtes jeune,
Votre femme est impulsive. Ils écoutent les conseils d'étrangers, gâchent les affaires de famille. En entendant cela, je me suis sentie étouffée. À ce moment-là, elle me traitait encore d'impulsive, alors que mes lèvres saignaient encore de la gifle de sa fille. Mais Antoine ne m'a pas laissé répondre. Il a juste ri amèrement, un rire sans aucune chaleur. Il n'a rien dit. En bref, il ne l'a pas emmenée chez sa mère pour la faire soigner. Antoine a fouillé dans la poche intérieure de sa veste et a sorti une enveloppe en papier blanc. Le bord de l'enveloppe était légèrement froissé d'avoir été conservé depuis le matin. Je voyais à peine le logo de l'hôpital imprimé dans le coin de l'enveloppe. Mon cœur s'est serré. Je suis restée sans voix. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était le résultat du fait qu'il avait tenu quelque chose dans sa main pendant trop longtemps ce matin, si longtemps que ses yeux étaient rouges. Mais malgré cela, il a quand même essayé de me sourire. Antoine en a posé l'enveloppe sur la table, à côté du contrat de 300 000 €. Les deux choses étaient côte à côte. D'un côté, notre joie fragile, de l'autre, le piège de la cupidité de sa famille. Cette scène m'a brisé le cœur. La voix d'Antoine était rauque. Claire est enceinte d'1 semaine. La pièce est tombée dans un silence absolu. Même Vanessa, qui s'apprêtait à discuter, est restée immobile. Les yeux d'Hélène s'agrandirent en me regardant, puis en regardant l'enveloppe sur la table. Son expression changea rapidement. Surprise, panique, mais aussi une pointe de calcul qui apparut et disparut en un clin d'œil. J'ai baissé la tête, ma main se posant instinctivement sur mon ventre. La grossesse était si récente que ce matin même, je n'arrivais pas à y croire. Après tant d'espoir et de déception, après tant de nuits où je tournais le visage contre le mur pour cacher mes larmes, craignant qu'Antoine ne soit aussi triste. Finalement, le ciel a eu pitié de nous. Nous avions convenu d'annoncer la nouvelle à ses parents ce soir-là. Le lendemain, nous sommes allés chez mes parents pour allumer des bougies en mémoire de mon père et leur annoncer que j'allais être mère. Cependant, la bonne nouvelle fut annoncée au milieu d'une pièce inondée de sang, de larmes et de factures. Antoine regarda autour de lui, sa voix grave mais chaque mot clair. Ce matin, j'ai emmené Claire au médecin. Le médecin a dit qu'elle n'était enceinte que depuis peu de temps, que sa santé était fragile. Elle devait éviter les émotions fortes, les chocs et se reposer complètement. J'avais l'intention de venir ici aujourd'hui, profitant du dîner de réveillon pour annoncer la nouvelle à mes parents et à tout le monde pour que nous puissions célébrer ensemble. Mais personne n'a rien dit. Les membres de la famille qui m'avaient auparavant dit d'endurer baissaient maintenant la tête. Quelques-uns ont posé leur tasse en silence, comme si le moindre bruit pouvait briser la vérité dans cette pièce. Antoine a continué, ses yeux fixés sur Hélène et Vanessa. Ces économies ne sont pas destinées à être investies dans une entreprise, et encore moins à être utilisées par quelqu'un, pour rembourser des dettes. J'avais l'intention de dire à mes parents que nous utiliserions une partie de l'argent pour acheter un appartement près de l'hôpital. La grossesse de Claire est à haut risque. Plus tard, les examens prénataux, l'accouchement et les soins du bébé seront plus pratiques si quelqu'un l'accompagne. J'avais aussi l'intention de demander à la mère de Claire, si elle m'aimait et aimait son petit-fils, de laisser Claire tranquille pour qu'elle ait une grossesse paisible. En entendant cela, les larmes me sont montées aux yeux, non pas par faiblesse, mais par chagrin pour mon petit enfant. Antoine avait tout préparé avec la plus grande attention. Je voulais faire du dernier jour de l'année une véritable réunion. Je voulais utiliser ce carnet pour construire l'avenir de notre petite famille. Mais ce qu'il a reçu, c'est la scène de sa femme humiliée, agressée et entraînée dans un complot pour lui voler son argent. Hélène a avalé difficilement sa salive et a rapidement changé de ton. Antoine, si Claire est enceinte, elle doit rester dans cette maison. Ma mère ne savait pas, c'est pourquoi elle a parlé si durement. Vanessa non plus, c'est pourquoi elle a été négligente. Ce n'est rien de grave pour que tu fasses. Tout un plat comme ça. Antoine a regardé sa mère, les yeux pleins de déception. La mère ne savait pas que Claire était enceinte. Elle avait donc le droit d'humilier sa fille pour son infertilité. Vanessa ne savait pas que Claire était enceinte, elle avait donc le droit de gifler Claire jusqu'à la faire saigner. Donc, si Claire n'était pas enceinte aujourd'hui, ma femme méritait d'être traitée ainsi. Hélène était sans voix. Vanessa, le visage rouge, essayait toujours de se défendre. Ce n'est qu'une gifle.
Qui t'a dit de contredire ta mère? Et si j'étais enceinte, pourquoi tu ne l'as pas dit tout de suite? Comment aurais-je pu le savoir? Je l'ai regardé. Mon cœur était si froid que je ne voulais plus discuter. Une gifle à sa bouche était aussi légère que de secouer la poussière. Mais pour moi, c'était 4 ans d'accumulation de mépris, de sang au coin de mes lèvres. Elle a dit doucement. Tu n'as pas besoin de savoir que je suis enceinte. Tu as juste besoin de savoir que je suis un être humain. Antoine s'est tourné vers moi. Son regard s'est adouci un instant, avant qu'il ne redevienne froid. Alors qu'il regardait sa famille, il a pris l'enveloppe de l'hôpital, l'a ouverte et a posé les résultats des tests sur le contrat d'investissement. D'un côté, les papiers prouvant que ma femme était enceinte. De l'autre, les papiers que la famille avait préparés pour prendre 300 000 euros. 1 000 euros, maman. Regarde bien et choisis lequel aujourd'hui. Hélène a bougé les lèvres mais n'a pas pu répondre. Et Antoine, pour la première fois de sa vie, a parlé à sa mère et à sa sœur sur un ton irrespectueux. Tu viens d'agresser la mère de mon fils, et maintenant tu veux prendre l'argent qu'elle porte, l'argent pour lui préparer une maison à elle, et à mon fils. Personne n'a osé répondre. La pièce, pleine de monde, est soudainement devenue aussi froide qu'une maison abandonnée. Je me suis assise à côté d'Antoine, la main sur mon ventre, réalisant qu'à partir de ce moment, une fissure irréparable s'était formée entre nous et cette maison. La nouvelle de ma grossesse, récemment annoncée par Antoine, avait plongé toute la pièce dans un silence tel qu'une cloche de verre semblait nous envelopper. Les visages qui, un instant auparavant, me regardaient fixement avec des yeux acérés, me pressant d'admettre, ont immédiatement changé d'expression. Certains regardaient mon ventre, d'autres la tache de sang sur mes lèvres, puis détournaient rapidement le regard, comme s'ils craignaient d'être pris en flagrant délit. Madame Hélène fut la plus rapide à changer. Quelques minutes auparavant, elle me pointait du doigt, m'accusant de mal me comporter, et parlait des enfants comme si c'était ma faute. Mais en apprenant ma grossesse, son visage renfrogné s'est immédiatement adouci. Ce n'était pas un adoucissement par pitié, mais celui de quelqu'un qui, ayant laissé tomber un objet précieux, court le ramasser avant, que d'autres ne le voient. Elle s'est approchée de moi, sa voix soudainement, douce et contrainte. « Claire, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que tu étais enceinte? C'est une chose importante pour notre famille. Si j'avais su que j'allais avoir un petit enfant, je n'aurais pas laissé ta belle-sœur s'énerver, comme ça. » J'ai reculé instinctivement, non pas par peur qu'elle me touche, mais parce que ses paroles m'ont fait frissonner. Elle n'a pas dit « Je suis désolée de t'avoir insulté », ni « Je suis désolée d'avoir été agressée ». Elle a juste dit que si elle avait su que j'étais enceinte, elle n'aurait pas laissé Vanessa agir ainsi. Donc, cela signifiait que si je n'étais pas enceinte, cette gifle était acceptable. J'ai regardé sa main levée. C'est cette même main qui m'avait donné la liste des dépenses. C'est cette même main qui venait de bloquer la porte pour retenir les économies et qui voulait maintenant toucher mon ventre. Comme si, parce que je portais le sang de leur famille, toutes les erreurs pouvaient être effacées. Vanessa, assise à côté de moi, pâlit aussi. Mais l'entêtement ne lui permit pas de baisser la tête. Elle s'est recoiffée, là, voix toujours acerbe. Qui aurait cru qu'elle était enceinte? Et ce n'était qu'une légère gifle. Je ne comprends pas pourquoi la famille agit comme si j'avais commis un crime. Antoine s'est retourné et l'a regardé. Son regard était si froid que Vanessa s'est tue instinctivement. Il a sifflé chaque mot. C'était juste une petite chose, et ma femme saignait de la bouche. Tu veux te taire pour que je te gifle et que tu réalises à quel point tu es légère. Vanessa a ouvert la bouche pour répondre, mais n'a pu prononcer un mot. Pour la première fois, j'ai regardé Antoine avec peur. Non pas parce qu'il élevait la voix, mais parce qu'il était trop calme. Le calme de quelqu'un qui a suffisamment enduré et ne veut plus sauver la face de personne. François, mon beau-père, s'était avancé dès le début, gardant un visage impassible et sévère. C'était un homme peu bavard, qui laissait souvent Hélène prendre les décisions. C'est peu être cette habitude de silence qui a rendu Hélène et Vanessa de plus, en plus acerbes. Il a toussé légèrement, essayant de parler avec le ton d'un chef de famille. Eh bien, c'est fait. Aujourd'hui, c'est la fin de l'année. Il a des invités et des proches à la maison. Tout ce qui doit être réglé, réglez-le, en privé.
Ne mettez pas toute la famille dans l'embarras. En entendant l'expression mettre toute la famille dans l'embarras, son cœur se serra. Même, à ce moment-là, ce qui l'intéressait le plus était sa réputation. Pas la blessure, pas le bébé dans le ventre, et pas le fait que sa femme et sa fille lui avaient tendu un piège financier. Antoine a regardé son père, la voix basse, mais claire. « Père, ce n'est pas Claire qui a déshonoré cette famille, mais celui qui l'a frappé, et ceux qui ont préparé les papiers pour voler l'argent de notre fils et de notre belle-fille. » Monsieur François a pincé les lèvres et n'a pas répondu. Hélène a saisi l'occasion d'intervenir, comme si le fait de se concentrer sur la grossesse pouvait l'aider à retrouver son calme. Elle m'a regardé, puis Antoine. Sa voix était à la fois douce et autoritaire. « Antoine, la mère a continué. Si Claire est enceinte, elle ne peut plus partir maintenant. Elle doit rester ici pour que sa mère s'occupe d'elle. Quoi qu'il en soit, ce bébé est de notre sang familial. » J'ai été stupéfaite pendant quelques secondes. J'ai cru que j'avais mal entendu, mais Hélène me regardait toujours naturellement. Bien que son regard trahisse toujours un certain ordre, elle a continué. « Si tu veux te fâcher, vas-y. Si tu veux partir, pars. Mais mon petit-fils reste dans cette maison. Je ne laisserai pas mon petit-fils errer à cause des émotions des adultes. Je me suis sentie raide de partout. Une personne qui venait de voir sa fille me frapper jusqu'à me faire saigner. Maintenant, il a dit qu'il allait prendre soin de moi, celui qui m'avait fait pression pour que je lui donne de l'argent. Maintenant, il a dit qu'il voulait garder son petit-fils. À ses yeux, je n'étais plus une personne, ni la mère de l'enfant. J'étais simplement l'enveloppe qui portait son petit-fils. Antoine m'a immédiatement tiré de côté. Son mouvement était rapide mais ne m'a pas blessée. Une voix froide a résonné devant moi. Mon fils n'est pas la propriété de sa mère, et ma femme n'est pas une mère porteuse pour cette famille afin d'avoir un petit enfant. Cette phrase a coupé le souffle à plusieurs membres de la famille. Hélène a rougi et a pointé du doigt Antoine. Sa voix tremblait de colère. « C'est comme ça que tu parles à ta mère ? Tu es ensorcelé par cette infâme. Elle n'est enceinte que depuis 1 semaine, et elle profite de sa grossesse pour nous diviser. » Je me tenais derrière Antoine, les larmes coulant sur mes joues, mais sans dire un mot. J'avais peur que si je disais autre chose, elle l'utilise comme une autre raison de me blâmer. Mais au fond de moi, je savais clairement que ce qu'Hélène voulait, ce n'était pas son petit-fils ou sa famille. Elle voulait juste trouver un prétexte pour continuer à nous contrôler. À ce moment-là, le téléphone a sonné à l'arrière. Tout le monde s'est retourné. Serge, le mari de Vanessa, a regardé l'écran, l'air troublé. Son visage, déjà pâle, était maintenant presque sans couleur. Il a essayé de reculer pour répondre. Mais dans le silence de la pièce, la voix à l'autre bout du fil était clairement audible, même si elle n'était pas encore terminée. « Serge, ne te cache plus. Si tu n'as pas d'argent ce soir, ne te plains pas si nous venons chez toi. » Serge a rapidement coupé le son, mais il était trop tard. Antoine se tourna vers elle. Vanessa était stupéfaite. Ses yeux paniqués regardaient sa mère. Hélène restait immobile. Ses lèvres tremblaient. Elle ne pouvait rien dire. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que derrière le contrat de 300 000 €, il n'y avait pas que de l'avidité. Il y avait aussi une dette énorme qui les hantait. Et le dîner de fin d'année n'était qu'une façon de nous pousser à devenir des boucs émissaires. Les mots au téléphone ont plongé tout le salon dans le silence. Serge a raccroché à la hâte, mais sa main tremblait tellement qu'il a failli laisser tomber le téléphone. Vanessa a fusillé son mari du regard, à la fois paniqué et en colère, comme si elle lui reprochait d'avoir révélé ce qui ne devait pas l'être. Hélène pâlit, mais essaya de garder le calme de celle qui contrôle la situation. Seul Antoine resta immobile. Sa main tenait toujours la mienne, mais ses yeux devinrent clairement alertes. Avant qu'il ne puisse poser de questions, un grand bruit retentit à la grille. Ce n'était pas le geste poli d'un invité, mais le bruit d'une main frappant, violemment et continuellement la grille en fer. Le chien du voisin a commencé à aboyer furieusement. Les enfants qui jouaient dans un coin de la pièce ont sursauté et ont commencé à pleurer. Une tante a tiré son neveu près d'elle. Les parents qui buvaient du thé se sont levés en même temps, l'air inquiet. « Serge, Vanessa, ouvrez la porte !» Une voix masculine rauque a hurlé de l'extérieur. « Ne pensez pas que raccrocher le téléphone réglera quoi que ce soit. » Serge a reculé, d'un pas, les lèvres tremblantes.
Non, ce n'est probablement rien. Ils se sont probablement trompés de maison. Mais ces mots étaient si faibles que lui-même n'y croyait pas. Vanessa a tiré la main de sa mère, la voix basse mais pressante. « Maman Chasley, il y a trop de monde ici. Je ne supporte plus cette honte. » Hélène a regardé sa fille avec colère, puis a crié à la servante qui se tenait recroquevillée à la porte de la cuisine. « Va voir qui fait du bruit. Dis-leur que c'est la fin de l'année, qu'ils ne nous dérangent plus. » Mais avant que quiconque ne puisse partir, la grille fut violemment ouverte. 3 hommes, étranges, entrèrent dans la cour et se dirigèrent directement vers la pièce, comme s'ils connaissaient le chemin. Ils portaient des vestes sombres, et même, sans élever la voix, leur présence était suffisante pour inspirer la peur. Le chef, un homme d'une 40aine d'années, au visage carré et aux cheveux courts, tenait une liasse de papier froissé. Il balaya la pièce du regard, passant d'une personne à l'autre, jusqu'à s'arrêter sur Vanessa et Serge. Qui est Vanessa? Qui est Serge? Il est temps de payer. Cette phrase fut comme une bombe qui explosa au milieu du dîner de fin d'année. Les membres de la famille commencèrent à murmurer. Certains emmenèrent leurs enfants dans une autre pièce, d'autres firent semblant d'utiliser leur téléphone portable. Mais ils ne pouvaient pas détourner les yeux des 3 hommes. Monsieur François bondit, la voix ferme. « Qui êtes-vous? Comment osez-vous entrer dans la maison? Des gens comme ça ?» L'homme responsable n'a pas bronché. Il a regardé François et Harry avec mépris. « Nous n'aimons pas entrer chez les gens comme ça, mais votre fille et votre gendre ont promis de payer aujourd'hui. Nous avons appelé. Ils ont raccroché. Nous avons envoyé des messages. Ils n'ont pas répondu. Nous avons dû venir en personne. » Vanessa a crié « Vous vous trompez. Je ne connais personne. Ma maison est pleine d'invités. Partez tout de suite. » L'homme n'a pas discuté. Il a jeté la liasse de papier qu'il tenait sur la table basse. Les papiers se sont éparpillés, glissant sur le contrat de participation qui s'y trouvait. Sa voix était glaciale. « Tu ne l'as pas reconnu. Mais tu as signé un contrat de prêt de 50 000 $? Tu ne sais pas, mais tu as mis en gage le téléphone portable de ta mère. Tu ne sais pas, mais tu as promis que ce soir, il y aurait assez d'argent pour tout rembourser. Et les intérêts aussi, Monsieur François. » Il a ramassé l'un des papiers, tremblant. J'ai vu son expression passer de la colère à la stupéfaction. Sur le papier, il y avait les noms de Vanessa et Serge. J'ai la signature, l'empreinte digitale et le numéro de téléphone portable d'Hélène dans la section de confirmation de Pruse. Contact. Monsieur François a regardé la femme. Sa voix était rauque. « Étiez-vous au courant de cela ?» Les lèvres d'Hélène tremblaient. Son visage était pâle, mais elle essayait toujours de paraître ferme. « Je le sais à peu près. Les enfants ont eu des difficultés en affaires. Est-ce normal qu'une mère aide un peu? Affaires ?» L'homme a ri. La femme l'a dit très doucement. Le jeune couple avait investi de l'argent dans un projet de vente de faux sacs de marque. Ils utilisaient des photos de stock en ligne pour inciter les gens à investir. Et quand tout s'est effondré, ils nous ont rejeté la responsabilité. Nous ne voulons pas entendre d'histoire triste. Aujourd'hui est la date limite. Tu dois payer. Serge sait, effondré sur une chaise, se tenant la tête. Vanessa, le visage pâle comme Co, essayait toujours de se débattre. J'ai été trompée. Je suis aussi une victime. S'ils veulent de l'argent, ils devraient viser les chefs. Le chef a penché la tête, la regardant avec mépris. Quand elle a reçu l'argent, elle a dit qu'elle était la principale pourvoyeuse. Quand elle ne pouvait pas payer, elle est devenue une victime. Vous pensez que c'est si facile? Hélène, comme si elle ne pouvait plus supporter cela, a crié « Partez tout de suite. J'ai beaucoup d'invités à la maison. Ne faites pas de bruit ici. Nous parlerons d'argent après, le nouvel an. » L'homme s'est retourné brusquement vers elle, les yeux perçants comme des couteaux. Après le nouvel an, cette femme nous avait promis que cela se ferait ce soir. C'est elle qui a dit que son fils apporterait le livret avec les 300 000 raies, assez pour rembourser la dette et récupérer les papiers. Et, maintenant, vous faites comme si vous ne saviez rien? Toute la pièce est devenue silencieuse. J'ai entendu le souffle haletant d'un proche près de la porte. Antoine était également immobile, regardant sa mère. La douleur dans ses yeux était trop grande pour qu'il puisse regarder Luc longtemps. Après tout, Hélène ne connaissait pas seulement la dette de Vanessa et Serge, mais elle
connaissait aussi notre compte d'épargne. Elle avait conclu un accord avec les créanciers, elle avait prévu d'utiliser notre argent pour combler la dette que sa fille avait causée. Antoine a lâché ma main un instant puis s'est avancé. Sa voix était basse, mais tremblait de fureur. Sa mère avait vendu l'honneur de son fils pour sauver Vanessa. Hélène s'est immédiatement mise à pleurer. Mais ces larmes à ce moment-là ne me faisaient pas pitié, seulement de la froideur. S'est serré la poitrine, pleurant et disant « C'est ta sœur. S'il la laissait faire faillite, ce serait une honte pour la famille. L'aider une fois ne la tuerait pas. L'argent peut être regagné, mais où trouver une sœur perdue ?» Antoine a regardé sa mère pendant un long moment. J'ai vu quelque chose briser dans ses yeux, silencieusement mais douloureusement. Il a répondu, lentement. « L'argent peut être regagné, mais tu viens d'utiliser la vie de ma femme, la vie de mon fils, et ma dernière once de confiance pour parier sur la dette de ma sœur. » Plus personne n'a rien dit. Dehors, le vent de fin d'année soufflait à travers les arbres secs, faisant grincer la porte en bois. Et à l'intérieur de cette pièce lumineuse, le dernier semblant d'une famille respectable s'est finalement effondré, révélant en dessous un tas de dettes, de mensonges et d'une cupidité sans fond. Tandis que toute la pièce était encore sous le choc des paroles d'Antoine, Vanessa semblait perdre la tête. Elle a regardé le créancier, puis ma belle-mère, et enfin la mallette en cuir qu'Antoine tenait. Peut être qu'il n'y avait qu'une seule pensée dans sa tête. S'il ne pouvait pas récupérer l'argent du compte d'épargne, tout s'effondrerait ce soir-là. Elle s'est précipitée sur nous si vite que j'ai seulement entendu Hélène crier de panique. « Vanessa! Non !» Sa main serra la mallette d'Antoine. Ses ongles rouges s'enfoncèrent dans la poignée, comme une bête acculée. « Donne-le-moi. C'est l'argent de la famille. Tu ne peux pas le prendre, hurla-t-elle, sa voix tremblante de peur et de cupidité. Antoine réagit à temps, arracha la mallette et me protégea de l'autre main. Vanessa, raté sa cible, a perdu l'équilibre et est tombée sur la table basse. La table en verre a tremblé violemment. Le plateau de pâtisserie s'est renversé, les tasses se sont brisées, le thé s'est répandu sur la table et a coulé sur le sol. Les papiers ont volé partout comme des masques déchirés. Surprise, j'ai reculé. J'ai senti une douleur vive dans mon ventre due à la peur. Antoine s'est immédiatement retourné pour me soutenir. Sa voix était pressante, Claire. « Ça va ?» J'ai hoché la tête, mais mes yeux étaient fixés sur un morceau de papier qui avait glissé près de mes pieds. Ce n'était pas le même contrat de participation que tout à l'heure. Le titre était plus long, les caractères plus gras, et le contenu m'a fait frissonner. Je me suis penchée pour ramasser le papier. La première ligne m'a frappée. Déclaration de consentement à l'utilisation des biens communs pour couvrir les obligations financières de la biens. Famille du couple. Sans droit de réclamer ou de poursuivre par la suite, j'ai lu lentement chaque mot, sentant mon sang se glacer. Ce n'était plus une question d'investissement dans une entreprise. C'était un document contraignant, garantissant que même si je perdais 300 000 €, je ne pourrais pas les récupérer. En dessous, déjà dactylographié, figurait mon nom, mon numéro d'identité, la date et le lieu de délivrance, et mon adresse fiscale. Il y avait même de la place pour ma signature et mes empreintes digitales. J'ai regardé les autres papiers éparpillés sur le sol. Parmi eux, il y avait une copie nette et claire de ma carte d'identité. Tout mon corps a commencé à trembler. Je me suis souvenu que la semaine dernière, Hélène m'avait appelé pour me demander ma carte d'identité. J'ai dit négligemment « Je vais souscrire une assurance maladie pour la famille. J'ai besoin des informations de mes enfants. Envoie-moi une copie de ta carte d'identité pour que ce soit plus facile si quelqu'un tombe malade. » Je n'ai pas eu le moindre doute. J'ai même pensé que ma belle-mère commençait à se soucier de l'avenir de la famille. Qui aurait cru que l'assurance n'était qu'un prétexte pour photocopier mes papiers et tendre un piège aussi sophistiqué? Antoine m'a arraché le papier des mains, l'a lu, rapidement, et son visage est devenu livide de colère. Ses yeux étaient rouges, non pas de larmes, mais de la colère qui avait atteint son paroxysme. Il a brandi le papier devant Hélène. « Maman, explique-moi ce que c'est. » Hélène est restée sans voix pour la première fois depuis le début de la soirée. Il n'a trouvé aucun mot pour s'excuser. Ses lèvres tremblaient, ses yeux allants et, venant entre moi,
Antoine et la famille. Le créancier d'à côté observait en silence. Être même qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait tant de complots cachés dans cette maison qu'un simple prêt. Antoine s'est approché de sa mère, la voix rauque. « Qu'est-ce que tu voulais faire à ma femme? L'enivrer, la convaincre, ou attendre qu'elle soit fatiguée et effrayée pour la forcer à signer ce contrat ?» Il a claqué le papier sur la table, mais le bruit a résonné comme un marteau dans la pièce. Sa mère avait l'intention de transformer l'argent de ma femme en argent pour sauver Vanessa, puis de l'empêcher de le récupérer, n'est-ce pas? Hélène est restée silencieuse. Son silence? C'était la réponse. À ce moment-là, Vanessa s'est appuyée sur quelque chose pour se lever. Ses cheveux étaient ébouriffés, son visage déformé par la colère. Elle n'avait plus son élégance habituelle. Elle m'a pointé du doigt et a hurlé. Alors c'est ça la belle-fille de cette maison? Elle doit se sacrifier. Et si sa belle-famille rencontre des difficultés? Si elle ne donne pas d'argent, qui lui prêtera de l'argent à la banque? C'est de l'argent perdu. Sauvons d'abord les vivants. Je l'ai regardé. Mes lèvres me brûlaient. Encore, le goût du sang toujours sur ma langue. Mais cette fois, je ne tremblais plus de peur. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Je dis chaque mot clairement. Le sacrifice ne signifie pas me laisser vous exploiter. Être une belle fille ne signifie pas utiliser mon sang pour couvrir votre avidité. » Vanessa est restée silencieuse quelques secondes puis a éclaté de rire. Un rire aigu. Tu parles très bien, mais n'oublie pas que tu portes le petit-fils de cette famille. Ton fils portera le nom de cette famille. Tu penses que tu peux prendre l'argent et partir? Antoine s'est interposé entre nous. Si tu mentionnes encore mon fils, je le considérerai comme une menace pour ma femme et mon fils. Sa voix n'était pas forte, mais elle était si froide que Vanessa a reculé d'un demi-pas. À ce moment-là, une voix d'enfant a retenti d'un coin de la pièce, innocente mais effrayante de clarté. « Maman, alors tante Claire ne signe pas aujourd'hui? Tu as dit qu'une fois tante Claire signait, nous n'aurions plus besoin de nous cacher. » La pièce est tombée dans un silence absolu. La personne qui a parlé était Théo, le fils de Vanessa. Le garçon, serrant un robot en plastique, se tenait derrière un cousin, les yeux grands, ouverts, ignorant que ses paroles avaient fait pâlir les adultes. Vanessa s'est retournée brusquement et a crié « Théo, tais-toi !» Mais il était trop tard. Les enfants ne savent pas mentir selon un scénario. Ils ne font que répéter ceux qu'ils entendent. Hélène a titubé, s'agrippant au dossier de la chaise. François a regardé sa femme et sa fille, le visage pâle comme s'il avait vieilli de 10 ans. Le créancier a ri avec mépris, et les membres de la famille ont commencé à chuchoter. D'une dispute familiale, tout s'était transformé en un complot évident, avec des préparatifs, des documents et des conversations, d'adultes que même un enfant entendait. J'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai pris une profonde inspiration. À ce moment-là, je n'avais plus aucun doute. Ce dîner de fin d'année n'était pas une réunion de famille, c'était un piège. Et, si Antoine n'était pas arrivé à temps, si la gifle de Vanessa n'avait pas tout fait éclater, j'aurais probablement été forcée de signer un document qui aurait pu ruiner l'avenir de ma vie et de mon fils ce soir-là. La remarque innocente du petit Théo fut comme un coup de couteau déchirant le dernier rideau. Personne ne pouvait plus faire semblant que ce n'était qu'un malentendu familial. Personne ne pouvait dire que Vanessa était simplement inquiète ou que ma belle-mère était allée trop loin. Le dîner de fin d'année n'était plus une réunion de famille ordinaire. Du contrat, de ma copie de carte d'identité, numéro fiscal, brésilien, de la dette du couple Vanessa, au témoignage d'un enfant, tout était lié de manière trop évidente. Antoine est resté silencieux au milieu de la pièce pendant quelques secondes. Je savais qu'il souffrait, car celui qui l'avait piégé n'était pas un étranger, mais sa propre mère et sa sœur. Mais ensuite, il a pris son téléphone. Ses mouvements étaient lents et sûrs. Hélène, le voyant, a couru vers lui paniquer. « Antoine, qu'est-ce que tu fais? Les affaires de famille doivent être réglées à la maison. Ne sois pas stupide. » Antoine a esquivé, l'empêchant de toucher le téléphone portable. Il a composé un numéro, a mis le haut-parleur et a dit, clairement, mot par mot, « Docteur Almeida, j'ai besoin que vous veniez chez mes parents immédiatement. J'ai besoin d'établir un rapport. Il y a eu une agression contre une femme, enceinte,
contrainte de signer des documents liés à des biens, préparant une action en justice contre sa volonté, et un groupe de personnes menaçant et réclamant des dettes à son domicile. La pièce fut remplie de murmures. Les membres de la famille se regardèrent, les visages pâles. Le créancier, debout, près de la porte, hésitait, regardant autour de lui comme s'il cherchait une issue. À l'autre bout du fil, une voix masculine calme a répondu « Laissez une chose en l'état. Ne laissez personne altérer les papiers, déchirer ou voler des documents. En cas de menace de mort, appelez immédiatement la police. Je suis en route. » En entendant le mot police, Hélène a crié. Ma voix faiblit. « Tu me mettre en prison? C'est moi qui t'ai mis au monde, qui t'ai élevé. Et, maintenant, juste pour une femme, tu appelles la police pour dénoncer ta propre mère ?» Antoine la regarda. Cette fois, son regard n'était pas de colère, mais de profonde déception. « Non, je ne vais mettre personne en prison. Je veux juste m'assurer que les choses sont réglées légalement. Celui qui a tort doit en assumer la responsabilité. » La loi se moquait de Vanessa, un sourire tordu, désespéré. « Dans cette maison, tu viens parler de loi avec ta mère et ta sœur. Tu es complètement manipulée par cette femme, dit-elle en se tournant vers moi, et en me pointant du doigt. C'est ta faute. Depuis que tu es entrée dans cette maison, tu n'as apporté que du malheur. Ma mère a-t-elle déjà pleuré comme aujourd'hui? Mon frère a-t-il déjà osé contredire sa mère? J'ai regardé Vanessa. Étrange, elle ne tremblait plus autant qu'avant. Peu, être que, une fois la vérité révélée, la peur s'était dissipée. J'ai essuyé le sang séché, coin de mes lèvres avec un mouchoir en papier. La douleur était toujours là, mais elle ne me faisait plus baisser la tête. Il a dit doucement mais assez fort, pour être entendu dans toute la pièce. Je ne suis pas celui qui a laissé cette maison pourrir. Je suis juste celui qui a eu le courage d'ouvrir la porte et de laisser l'odeur s'échapper. Vanessa était stupéfaite. Hélène m'a regardée avec colère, comme si elle voulait me déchirer en morceaux. Mais Antoine se tenait devant moi. Il n'avait pas besoin de crier. Sa seule présence suffisait. Sa main se posa doucement sur mon dos, me faisant réaliser qu'à partir de ce moment-là, je n'étais plus impuissante. Le créancier commença à reculer vers la porte. Peut-être ne voulait-il pas être impliqué avec la police ou les avocats, mais Antoine se tourna, la voix ferme. « Attendez, s'ils disent qu'Hélène a promis de rembourser la dette ce soir, alors le contrat de prêt et les messages doivent être conservés ici, en copie. Vous êtes également les témoins de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Le chef a froncé les sourcils. « Je ne veux pas m'immiscer dans vos affaires familiales. » Antoine a répondu immédiatement. « Vous êtes entré dans cette maison, avez jeté des papiers sur la table et avez discuté publiquement de 300 000 € devant tout le monde. Si tu veux partir, vas-y, mais s'il y a une enquête, ta déposition sera pertinente. Mieux vaut que tout soit transparent. » L'homme a regardé Antoine quelques secondes, puis a finalement pris son téléphone et ouvert les messages. Il a posé le téléphone sur la table pour qu'Antoine puisse prendre des photos. Dans un message, Hélène a promis « Ce soir, mon fils apportera le carnet d'argent et nous réglerons tout. » J'ai lu cela et je me suis sentie étouffée. Plus aucun doute, elle nous avait utilisé comme garantie pour les créanciers, Monsieur François. Comme s'il ne pouvait plus se tenir debout. Il s'est effondré sur une chaise, les mains sur le visage. L'homme qui, toute sa vie, n'avait fait que préserver les apparences, qui avait toujours pensé que sa femme était un peu autoritaire et sa fille un peu têtue, avait maintenant découvert derrière son dos un enchevêtrement de dettes, de mensonges et de calculs. Il leva la tête et regarda Hélène, sa voix rauque. « Qu'est-ce que tu me caches d'autre ?» Hélène ne répondit pas, mais, un instant, son regard glissa vers les objets sur l'autel. Appuyé contre le mur de la pièce, ce n'était qu'un aperçu, si rapide que si je n'avais pas observé, TL ne l'aurait pas remarqué, mais je l'ai vu, et Antoine aussi. Il tourna la tête, dans la direction où sa mère venait de regarder. L'autel était en bois sombre. Dessus, il y avait des photos des ancêtres. En dessous, quelques petits tiroirs, où étaient généralement rangés les matériaux pour les bougies et les papiers, pour les cérémonies. Antoine s'approcha. Hélène a immédiatement crié « Ne touche pas à l'autel !» Le cri ne fit qu'accroître les soupçons. Antoine s'arrêta, une seconde puis ouvrit le tiroir. Le premier tiroir ne contenait que des bougies et des chiffons.
Le second, quelques vieux livres. Dans le dernier, tiroir, il trouva un dossier marron. Serré par un élastique, caché derrière une boîte d'encens, Hélène s'empressa de le lui arracher des mains, mais Antoine avait déjà réussi à le retenir. François s'est soudainement levé et a attrapé le bras d'Antoine. « Laisse-moi l'ouvrir. Je veux savoir ce que tu me caches. D'autres. » Sa voix tremblait mais était ferme. Antoine a ouvert le dossier. Ah, l'intérieur, il y avait un acte hypothécaire de terrain, au nom de M. François, ainsi qu'un contrat de prêt et une copie du certificat de propriété foncière. J'ai vu les noms d'Hélène et de Vanessa comme bénéficiaires du montant, et en bas de la page, la signature de M. François, claire et froide. M. François a pris le papier, les yeux écarquillés. « Impossible, murmura-t-il. Je n'ai jamais signé ça. Personne n'osa respirer. » Antoine fixa la date sur le contrat, puis leva la tête, la voix glaciale. « À cette date, mon père était à l'hôpital, pour une appendicectomie. Pourquoi avez-vous signé un contrat d'hypothèque ?» La question d'Antoine fut comme un coup de foudre au milieu de la pièce. Les membres de la famille commencèrent à murmurer. Quelqu'un s'exclama « C'est vrai. Ce jour-là, monsieur nomme. » François était effectivement à l'hôpital. Un oncle assis près de la table fronça les sourcils en regardant Hélène. « Hélène, ce n'est pas une blague. Falsifier une signature pour hypothéquer un terrain est un crime grave. » Hélène ouvrit la bouche, mais ne put prononcer un mot. Vanessa, debout à côté, se précipita soudainement pour arracher le dossier des mains d'Antoine. « Donne-moi ça, ce sont les papiers de ma famille. Tu n'as pas le droit d'y toucher. » Mais dès qu'elle tendit la... Antoine recula d'un pas. Son regard était perçant. « Si tu touches à ça encore, dit-il, mot pour mot, je t'accuse de détruire des preuves ici même. » Vanessa s'arrêta, regardant Antoine, comme si elle ne reconnaissait pas son frère. Peut-être, dans ses souvenirs, était-il encore le petit frère obéissant, patient, qui baissait toujours la tête quand sa mère le réprimandait. Mais l'Antoine d'aujourd'hui était différent. Je me suis redressée, une main tenant le dossier, l'autre derrière, mon dos comme un mur. Cette maison l'avait poussé à bout. Il, François, s'effondra sur une chaise. Le papier qu'il tenait tomba sur le sol, glissant, jusqu'à mes pieds. Il regarda Hélène et Vanessa, la voix étranglée par la douleur. « Vous avez falsifié ma signature pour emprunter de l'argent ?» Vanessa détourna le visage, trop effrayée pour affronter son père. Hélène éclata en sanglots, mais ses larmes ne touchaient plus personne. Serrant sa poitrine, sanglotant, « J'ai fait tout ça pour cette famille. » Vanessa était coincée. « Je suis sa mère. Si je ne la sauve pas, qui le fera? Tu ne te soucies que de la terre et de l'honneur. Tu ne te soucies que de savoir si ta fille vit ou meurt. » François ricana, un rire sec plus douloureux que des larmes. Sauver sa fille, falsifiant la signature de son mari. Sauver sa fille en exploitant son fils. Sauver sa fille en forçant sa belle-fille enceinte à signer des documents d'endettement. Vous appelez ça une famille ? Personne ne répondit jusqu'à ce que le créancier, debout près de la porte, intervienne, sa voix moins agressive. Nous ne savions que ce qu'Hélène nous avait dit, que toute la famille était d'accord. Elle a dit que le terrain pouvait être récupéré et que l'argent que son fils apportait aujourd'hui était suffisant. Nous ne savions pas qu'il y avait des signatures falsifiées ou qu'il forçait la belle-fille. En entendant cela, mon cœur s'est serré encore plus. Après tout, pour les étrangers, Hélène avait inventé une histoire parfaite. La famille s'était unie pour sauver Vanessa. Monsieur François était au courant de l'argent qu'Antoine avait apporté et je n'étais là que pour signer les papiers afin de tout officialiser si les choses n'avaient pas été révélées aujourd'hui. Si Antoine n'avait pas insisté, pour conserver les papiers, peut-être que demain on dirait que j'avais volontairement donné de l'argent pour sauver ma belle famille. J'ai regardé les membres de ma famille, ceux qui venaient de m'accuser d'être mesquine et de me conseiller de supporter. Maintenant, ils baissaient tous la tête. Certains ramassaient les morceaux de verre, mais leurs mains tremblaient tellement que la porcelaine leur collait aux doigts. D'autres regardaient Hélène avec un mélange de peur et de dégoût. La colère commençait à remplacer le silence complice. Antoine s'est penché, a ramassé le papier tombé à mes pieds, l'a dépoussiéré, puis l'a rangé dans sa mallette. Il a regardé sa mère pendant un long moment. Ça, mère savait ce que cette terre représentait pour son père. C'était la terre que
son grand-père lui avait laissé. C'était l'endroit où toute la famille se réunissait pour allumer des bougies le jour de sa mort. Sa mère ne voulait pas seulement prendre l'argent de ma femme. Sa voix s'affaiblit, lourde comme des pierres. Sa mère avait aussi vendu l'héritage de son père. Hélène commença à pleurer plus fort, mais personne ne s'approcha pour la consoler. Vanessa se mordit les lèvres, le visage pâle. Serge, dans un coin, baissait la tête, sans plus aucune trace de son allure d'homme d'affaires. Et lui, François immobile, les épaules affaissées comme si toute son énergie avait été drainée. J'étais à côté d'Antoine, sa main toujours posée doucement sur mon ventre. Mon enfant, encore si petit, n'avait presque pas encore connu la vie. Et pourtant, le jour où son existence fut annoncée, il fut témoin du côté le plus cruel de ceux qu'ils appelaient la famille. Soudain, j'ai réalisé qu'il y a des familles qui ne se brisent pas par manque d'argent. Elles se brisent parce que les gens sont prêts à s'utiliser mutuellement pour satisfaire leur propre cupidité. La vérité sur l'hypothèque n'a été révélée que très peu. Cela a acculé Hélène. Au début, elle a essayé de pleurer, de se plaindre, de justifier son amour pour sa fille, mais voyant que personne ne la soutenait, que monsieur. François était stupéfait, et quand Antoine a serré les papiers, elle a levé la tête. Ses yeux ont changé rapidement. Ce n'était plus la panique de quelqu'un pris en flagrant délit, mais la froideur de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Elle m'a regardé droit dans les yeux, non pas la trace de sang sur mes lèvres, ni mes mains tremblantes, mais mon ventre, un regard qui m'a fait instinctivement reculer. Je n'avais jamais vu un visage aussi terrifiant. Ce n'était pas le visage d'une grand-mère qui venait d'apprendre la nouvelle d'un futur petit enfant. C'était le visage de quelqu'un qui venait de voir la dernière carte sur la table de jeu. Hélène s'est lentement levée, ajustant sa robe de velours usé. Sa voix était grave, mais froide comme de la glace. « Claire, tu portes mon petit enfant. Tu penses que tu peux partir quand tu veux ?» J'ai frissonné. La pièce est tombée dans un silence absolu. Ses paroles n'étaient plus une demande ou un reproche. C'était une menace, une forme de négociation, une déclaration selon laquelle, à ses yeux, je n'étais plus une belle fille, ni une femme qui venait d'être agressée. Je suis juste la porteuse de l'enfant, qu'elle appelle mon petit-fils. Antoine s'est immédiatement avancé devant moi. Il ne l'a pas repoussé, il n'a pas crié, mais sa posture était très ferme. « Le bébé est notre fils », dit-il. Chaque mot lourd ne appartient pas à cette famille, et encore moins n'est quelque chose que la mère peut utiliser pour retenir Claire. Hélène a ri, un rire court et sec, plus effrayant que des larmes. « Notre fils, tu parles si bien, mais quel sera son surnom? Il porte le sang de cette famille. Penses-tu pouvoir emmener ta femme et couper les racines de la lignée? Laisse-moi te dire, les femmes sont remplaçables. Les petits-enfants ne le sont pas. » En entendant cela, j'ai instinctivement posé ma main sur mon ventre. Le fœtus n'était qu'une petite pousse de vie, mais il était déjà entraîné dans la lutte acharnée des adultes. J'ai senti ma poitrine se serrer, ma respiration devenir difficile. Antoine l'a remarqué, m'a pris la main, par derrière, et l'a serrée doucement. Comme pour dire « calme-toi » et reste derrière lui. Hélène n'a pas arrêté. Elle s'est tournée vers la famille, sa voix devenant de plus en plus forte, pleurant et hurlant. « Écoutez tout le monde. Je l'ai élevé, je l'ai éduqué, je l'ai aidé à se marier, et maintenant, juste à cause de cette femme, il veut abandonner sa mère, sa sœur, toute sa famille. Plus tard, son fils l'abandonnera de la même manière. La vie a ses rebondissements. » Antoine a regardé sa mère, les yeux rouges mais la voix ferme. « Maman, ne me menace pas avec le karma. Le karma est présent dans cette pièce, aujourd'hui. La mère a falsifié la signature du père. La mère a forcé ma femme à signer les papiers. La mère a utilisé son petit enfant à naître pour négocier. Penses-tu que nos ancêtres sur l'autel ne voient pas cela ?» Cette phrase a fait hésiter Hélène. Elle a jeté un... Mais à ce moment-là, Vanessa s'est agenouillée aux pieds de Dieu. François a serré les jambes de son père, sanglotant. Sa robe rouge, autrefois si élégante, était maintenant froissée, ses cheveux en bataille, sans aucune trace de son arrogance initiale. « Père, sauve-moi. Je sais que j'ai fait une erreur, mais si je ne me venge pas, ils tueront tout le monde. Ils sont déjà allés à l'école de Théo, père.
Ils m'ont envoyé des photos de mon fils. J'avais tellement peur que j'ai perdu la raison. Vanessa sanglotait et frappait son front contre les genoux de son père. Aidez-moi juste cette fois, supplia-t-elle Antoine de lui donner l'argent. Et je rembourserai. Je jure que je rembourserai. Monsieur François regarda sa fille, le visage ridé de douleur. Je savais que, aussi grave que Vanessa ait pu se tromper, elle restait sa fille. Aucun père ne pouvait rester indifférent en voyant sa fille supplier ainsi. Mais cette fois, la douleur ne pouvait cacher la vérité. Il repoussa les doigts de Vanessa de sa jambe et demanda lentement « Et quand tu as falsifié ma signature, tu pensais que j'étais déjà mort ?» Vanessa était stupéfaite. Les larmes lui montaient à la gorge. La question fut posée sans aucune colère, rendant la pièce glaciale. François regarda sa fille, les larmes coulant sur son vieux visage. Quand tu as hypothéqué la terre de tes ancêtres, as-tu pensé à la façon dont ton père devrait vivre dans l'humiliation devant sa famille et ses ancêtres? Et quand tu as laissé ta mère faire pression sur ton frère et ta belle-sœur pour qu'ils paient tes dettes, as-tu pensé qu'elle portait le petit enfant de cette famille? Vanessa baissa la tête, incapable de répondre. Voyant sa fille acculée, Hélène a commencé à pleurer plus fort. Elle m'a pointé du doigt. Tout est de sa faute. Si elle avait donné l'argent dès le début, cela ne serait pas arrivé. La famille avait besoin d'aide, et elle, en tant que belle-fille, n'a pas aidé. Maintenant, elle reste assise là, à regarder sa belle-sœur sombrer. Tu es si cruelle, Claire. Entendre mon nom me fit ressentir une douleur vive dans le ventre. Au début, ce n'était qu'une légère contraction, mais elle se répandit, me forçant à m'accrocher au bras d'Antoine. J'ai essayé de respirer profondément, de me calmer, mais les pleurs, les accusations, les regards fixés sur moi me rendaient étourdie. Antoine l'a remarqué immédiatement. Il s'est tourné vers moi, le visage complètement transformé. « Claire, qu'y a-t-il » J'ai essayé de secouer la tête, mais ma voix était faible. J'ai un peu mal au ventre. Avec juste cette phrase, Antoine ne se souciait plus des gens autour de lui. Il a soutenu mon épaule, m'a aidé à m'asseoir sur la chaise la plus proche et a sorti son téléphone pour appeler un taxi. « Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. » Sans un mot de plus, Hélène a couru vers la porte. Je ne savais pas d'où elle tirait la force d'être si têtue. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux en désordre, mais sa bouche continuait de crier. « Si tu veux partir, laisse l'argent de côté. Tu peux emmener ta femme où tu veux, mais d'abord tu dois laisser de l'argent pour régler les problèmes de cette famille. » Antoine s'arrêta. À ce moment-là, il sentit sa main trembler, non pas de peur, mais parce que la douleur avait atteint son paroxysme. La personne devant lui était sa mère, mais cette mère empêchait sa belle-fille enceinte d'aller à l'hôpital à cause d'économie. Il la regarda longtemps. La pièce était étrangement silencieuse. Puis Antoine dit « Sa voix était rauque mais ferme. Dès l'instant où ma mère a choisi l'argent plutôt que la vie de ma femme, elle a perdu un fils. » Hélène était stupéfaite. Vanessa leva la tête. Monsieur François ferma les yeux, les épaules légèrement tremblantes, et Antoine, sans dire un mot de plus, me souleva et passa devant sa mère. Cette fois, personne n'a osé l'arrêter. Dehors, le vent froid du réveillon me fouettait le visage, mais dans les bras d'Antoine, je n'entendais que son cœur battre très vite, comme s'il utilisait toutes ses forces pour nous tirer du cauchemar qu'ils appelaient la famille. La voiture m'a emmené à l'hôpital cette nuit de réveillon glacial. Pendant tout le trajet, Antoine ne m'a presque pas lâché, me serrant fort et regardant, constamment mon ventre, la trace de sang séchée sur mes lèvres. Puis j'ai dit haut, chauffeur de rouler plus vite. J'ai posé ma tête sur sa poitrine, écoutant les battements rapides de son cœur, tandis que mon cœur était bouleversé, comme une pelote de laine dénouée depuis des heures. Je pensais que cette nuit serait celle des bonnes nouvelles. Au lieu de cela, j'étais en route pour l'hôpital, avec les lèvres déchirées, des douleurs abdominales aiguës et le cœur glacé par la famille de mon mari. Aux urgences, Antoine m'a presque porté dans ses bras. Les infirmières, voyant le sang sur mes lèvres et mon visage pâle, ont apporté un fauteuil roulant. Une infirmière a rapidement demandé « Madame, depuis combien de temps êtes-vous enceinte ?» Avant que je puisse répondre, Antoine a parlé à ma place. Sa voix était rauque. « Nous venons de l'apprendre ce matin, il y a environ 1 semaine.
Ma femme a été agressée au visage, a subi un choc psychologique grave et a commencé à avoir mal au ventre. Chaque fois qu'elle prononçait le mot agressé, ses mains se serraient, ses jointures blanchissaient. Le médecin m'a immédiatement examiné. Les lumières blanches du plafond de l'hôpital rendaient tout froid et étrange. Allongée sur la table d'examen, les 2 mains sur le ventre, je me répétais sans cesse « Mon fils, accroche-toi à maman ». Cette petite vie était encore si petite, sans forme, claire. Mais depuis que je savais qu'elle existait, je sentais que j'avais une raison de plus d'être forte. Après l'examen, le médecin m'a demandé de rester pour être surveillée. La grossesse est récente, et il n'y a pas de quoi être optimiste. La douleur peut être causée par le stress, le choc et les émotions. Mais si l'impact psychologique continue, les conséquences seront imprévisibles. Le médecin a regardé Antoine. Sa voix était sévère. La famille doit faire tout son possible pour que la patiente reste parfaitement calme, sans dispute, sans contact avec ceux qui lui mettent la pression. À ce stade, l'état psychologique de la mère est extrêmement important. Antoine a hoché la tête à plusieurs reprises. Il était à côté de mon lit, sa chemise était encore tachée, de mon sang sur la manche. Voir cette tache de sang m'a étouffée. Ce n'était seulement du sang de mes lèvres. C'était comme le souvenir d'une nuit où la confiance entre nous au sein de sa famille s'était brisée. Lorsque le médecin, l'infirmière sont partis, il ne restait que nous deux. Antoine a tiré une chaise, près du lit, et a soigneusement pris ma main. Sa main était chaude, mais légèrement tremblante. Je l'ai regardée, et les larmes ont commencé à couler. Toute l'humiliation, la peur et la tristesse accumulées ont finalement débordé. J'ai demandé, la voix étranglée par l'émotion. « Est-ce à cause de moi que tu as perdu ta famille ?» Antoine leva la tête vers moi, les yeux rouges mais fermes. Il essuya mes larmes avec une douceur qui me fit mal au cœur. « Non, Claire, je n'ai pas perdu ma famille aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai réalisé qui je devais, protéger. » Il se pencha et m'embrassa le dos de la main. La famille n'est pas un endroit où l'on est obligé d'utiliser sa femme et ses enfants pour rembourser des dettes. La famille n'est pas un endroit où ma mère a le droit d'échanger votre vie contre l'avidité de ma sœur. J'ai recommencé à pleurer plus fort. Je ne savais pas quoi dire. Au cours des 4 dernières années, ma plus grande peur n'était pas d'être détestée par ma belle-mère ou méprisée par ma belle-sœur. Ma plus grande peur était qu'Antoine doive choisir entre moi et sa famille. J'avais peur que s'il devait choisir, il souffrirait. Mais aujourd'hui, il a choisi, non pas par de vaines promesses, mais par l'action décisive de me faire sortir de cette maison. Environ une demi-heure plus tard, quelqu'un a frappé doucement à la porte. Antoine s'est levé pour ouvrir. Un homme d'une Predzinglav, 40aine d'années, vêtu d'une veste sombre et portant une mallette, est entré. Antoine l'a appelé Maître Almeida, l'avocat. Maître Almeida m'a regardé, a hoché la tête poliment et a dit doucement « Je suis désolé de devoir vous parler pendant que vous vous reposez. Mais il y a des papiers qui doivent être réglés immédiatement pour empêcher l'autre partie de changer la situation. » Antoine a tiré une chaise près de lui. Maître Almeida a posé sa mallette sur la table et en a sorti une pile de papiers soigneusement rangés. Il a sorti les relevés du compte d'épargne de 300 000 €. Si ce soir la famille, Antoine continue de dire que c'est l'argent de la famille ou de l'argent qu'Antoine a caché, nous devons les faire taire immédiatement. J'étais stupéfaite. Mon cœur, à peine calmé, a recommencé à battre la chamade. Étant chez mes beaux-parents, je savais seulement que les registres comptables étaient à nos 2 noms. Je savais que c'était une somme importante, mais comme Antoine s'occupait de tout, je n'avais jamais pensé qu'un jour je devrais prouver son origine pour me défendre contre ma propre famille. Maître Almeida a ouvert les documents. Sa voix était claire. Ces 300 000 € et 1 000 € ne sont pas entièrement la propriété d'Antoine, et encore moins l'argent de ses parents. La majeure partie provient de l'argent de l'assurance après l'accident de son père, ainsi que de la vente d'un petit terrain que son père avait laissé avant de mourir. Tous les reçus de transfert, les contrats de vente et les documents de paiement d'assurance sont ici. Je suis restée immobile, mais les larmes ont recommencé à couler. L'image de mon père m'est revenue, vivante et douloureuse. Il était décédé il y a plus d'1 an. Dans un accident inattendu, avant de mourir, il m'avait toujours dit de vivre avec dignité, de ne jamais laisser personne me mépriser. Je me souviens de sa petite maison délabrée,
du lopin de terre où il plantait quelques arbres. Je me souviens des après-midi où il réparait la chaise en bois et disait « Souris, je n'ai pas grand-chose à te hâte. Laissez, ma fille, mais j'espère que tu auras toujours un refuge sûr. » Et, pourtant, aujourd'hui, l'argent que mon père m'avait laissé, l'argent qu'il avait gagné par la sueur de toute une vie, et même par sa mort, était convoité par ma belle-mère et ma belle-sœur, comme si c'était une simple friandise. Antoine baissa la tête. Sa voix devint plus grave. Quand ton père est décédé, tu étais trop triste pour t'occuper des papiers. J'avais peur que l'argent du compte ne soit dépensé petit à petit ou que quelqu'un ne le découvre et ne le convoite. C'est pourquoi j'ai parlé à Maître Almeida et nous avons placé l'argent sur un compte d'épargne à terme pour acheter une maison plus tard, quand nous aurions des enfants ou quand j'en aurais besoin. Je suis désolée de ne pas avoir été plus claire. J'ai hoché la tête, serrant sa main. N'est-ce pas ma faute? Je l'ai gardé pour toi, non? Je ne l'ai pas pris. Antoine me regarda, les yeux pleins de douleur. Je n'ai rien dit à ma mère parce que je la comprenais. Elle a toujours pensé que l'argent des enfants était l'argent de la famille. Elle utiliserait la piété filiale pour me faire pression et le devoir d'une belle-fille pour te faire pression. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle sache l'existence de cet argent et qu'elle prépare les papiers pour tout. Gardez. Maître Almeida a hoché la tête et a poussé une autre pile de papiers vers Antoine. C'est pourquoi ce qui s'est passé ce soir est très grave. Si l'individu avait déjà une copie de carte d'identité, un contrat prêt, imprimé, un rendez-vous au bureau de l'état civil, et même des créanciers qui faisaient pression à domicile, ce n'est plus un litige familial. Il y a des signes de coercition à participer à un arrangement commercial et de violence psychologique, sans parler de l'agression physique et des procédures hypothécaires avec des preuves de signature falsifiées. J'ai fermé les yeux. Dans ma tête résonnaient les paroles d'Hélène. Si tu veux partir, laisse-les. Économie. À ce moment-là, je pensais qu'elle était cruelle. Maintenant, je réalise qu'elle n'était pas seulement cruelle. Elle avait tout calculé. Si je signais les papiers, elle dirait que c'était volontaire. Si je ne signais pas, il profiterait de la famille, de mon devoir, de ma grossesse pour me forcer. Si Antoine cédait, l'argent de mon père disparaîtrait du jour au lendemain. Antoine s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre du couloir. Il est resté silencieux quelques secondes puis s'est tourné vers Maître Almeida. Son regard n'hésitait plus. « Préparez la plainte ce soir, dit-il. Agression, tentative, d'extorsion, falsification de signature, hypothèque illégale, violence, psychologique envers une femme enceinte, ne rien laisser de côté. Docteur. » Almeida le regarda et hocha la tête lentement. « Je fais tout selon la procédure, mais vous devez vous y préparer. Une fois que vous entrerez dans cette phase, votre famille ne sera plus jamais la même. » Antoine se tourna vers moi, s'approcha et posa doucement sa main sur mon ventre. Puis il dit « Cette maison n'était plus la même depuis qu'ils ont attaqué Claire. Je n'ai pas besoin de retourner là où on voulait dévorer ma mère et mon enfant. J'ai regardé les deux hommes devant moi. L'un était mon mari, l'autre l'avocat qui nous aidait à nous battre pour la justice. Mon cœur me faisait toujours mal. J'avais toujours peur. Mais au milieu de la peur, j'ai vu une petite flamme s'allumer. Mon père ne m'a pas seulement laissé 300 000 R. 1 000 R m'avait donné une issue, une chance de ne pas avoir à baisser la tête devant ceux qui me considéraient comme une machine à fabriquer des bébés, un portefeuille et un morceau de papier à signer. Le soir du réveillon, depuis la fenêtre de l'hôpital, la ville était toujours illuminée. Les gens se préparaient à faire la fête, et moi, allongée sur mon lit d'hôpital, la main sur le ventre, j'ai réalisé que ma véritable bataille ne faisait que commencer. Mais cette fois, je n'entrais pas dans la bataille les mains vides. Le lendemain matin, avant l'aube, Antoine est retourné chez ses parents, accompagné du docteur. Almeida et un huissier de justice sont venus établir un procès-verbal. Je n'y suis pas. Allez. Le médecin m'a conseillé un repos complet et d'éviter les émotions fortes. C'est pourquoi Antoine a insisté pour que je reste à l'hôpital. Mais, avant d'y aller, il m'a fait un appel vidéo. Non pas pour que je regarde par trop vengeance, mais pour que je sache que tout serait clair, non déformé par les pleurs de ma belle-mère ou les mensonges de ma belle-sœur à travers l'écran du téléphone. J'ai vu la maison qui, la veille, était éclairée et pleine de monde. Maintenant,
Étrangement, il faisait froid. Il restait quelques feuilles sèches que le vent avait poussées dans un coin de la cour. Le salon était sommairement rangé. Mais sur la table, il restait des traces de thé, et à côté d'une chaise, quelques éclats de porcelaine brisée, les vestiges d'une nuit chaotique que personne dans cette maison ne pouvait faire semblant d'oublier. Monsieur François était assis sur le siège principal, le visage émacié, comme s'il avait vieilli, de 10 ans en une seule nuit. Hélène était assise à côté de lui, les yeux gonflés, mais le dos droit, comme si elle voulait conserver le dernier vestige de son autorité. Vanessa était assise à côté de sa mère, les cheveux attachés à la hâte, le visage pâle et sans maquillage, sans aucune trace de l'arrogance de la belle-sœur qui m'avait agressé la veille au milieu de la pièce. Serge n'était pas là. Selon Antoine, il avait disparu tôt le matin et éteint son téléphone portable. Maître Almeida a posé sa mallette sur la table, la voix calme. Aujourd'hui, nous sommes ici pour enregistrer tous les documents, la situation actuelle et les dépositions de toutes les parties. Si vous coopérez, l'affaire sera traitée conformément à la procédure. Si quelqu'un continue de cacher ou de détruire des documents, la responsabilité sera d'autant plus grande. Hélène éclata en sanglots, regardant Antoine. Sa voix rauque disait « Antoine, pourquoi es-tu si cruel ? J'ai veillé toute la nuit. J'ai bien réfléchi. Ce qui s'est passé hier n'était qu'un moment de colère, mais faire entrer des étrangers dans la maison, c'est jeter l'honneur de la famille à la poubelle. » Antoine ne répondit pas immédiatement. Il la regarda longtemps, puis dit « L'honneur de la famille a été détruit dès l'instant où ma mère a permis à Vanessa d'agresser ma femme jusqu'à la faire saigner. Aujourd'hui, je ne fais que révéler la vérité. » Hélène hésita, mais n'abandonna pas. Elle se tourna vers Maître Almeida, sa voix prenant le ton d'une victime. « Vous n'entendez qu'un côté de l'histoire. Claire n'est pas une sainte non plus. Hier soir, ma belle-mère a riposté, a insulté ma belle-sœur, puis a perdu son calme et a frappé la table, se déchirant la lèvre. Elle est enceinte, de mauvaise humeur, et maintenant elle blâme ma fille pour tout. » Allongée sur mon lit d'hôpital, écoutant tout cela au téléphone, j'ai senti mes mains devenir froides. Même à ce moment-là, elle était capable d'inventer une nouvelle histoire, me transformant de victime en instigatrice. Mais cette fois, je n'étais plus surprise. Pour Hélène, la vérité n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était de savoir qui elle pouvait utiliser comme bouclier. Antoine a sorti de sa mallette le rapport médical, la photo de la coupure sur ma lèvre et l'enregistrement de mes douleurs abdominales causées par le choc psychologique. Il posa chaque feuille sur la table, la voix claire. Voici le rapport de l'hôpital. La blessure sur la lèvre montre des signes d'impact direct et non d'une légère collision. De plus, il y avait de nombreux témoins hier soir. La pièce devint silencieuse. Les membres de la famille convoquée pour témoigner se regardèrent avec gêne. Au début, personne n'a rien dit. Je comprenais leur peur de s'impliquer, de causer des problèmes, mais ensuite une cousine de M. François, assise au bord du canapé, a soupiré. C'était tante Lourdes, qui était restée silencieuse toute la journée précédente, a-t-elle dit lentement. J'ai clairement vu Vanessa gifler Claire. Ce n'était pas un accident. Le coup a été très fort, la bague a frappé ça. Bouche, c'est pourquoi sa bouche a saigné. Vanessa a bondi, le visage rouge. Tante Lourdes, qu'est-ce que tu dis ? Elle l'a payé pour qu'elle la défende. Hier, j'étais aussi assise ici. Pourquoi n'as-tu rien dit ? Tante Lourdes a regardé Vanessa droit dans les yeux, son regard mêlant tristesse et colère. Le silence était ma faute, mais je ne pouvais pas refaire la même erreur. Personne ne m'a payé. Je défends la vérité. Cette famille a été détruite parce qu'elle t'a défendu. Ces mots furent comme une deuxième gifle, mais cette fois-ci, c'était sur le visage de Vanessa. Elle était stupéfaite, ses lèvres tremblaient de colère. Hélène a tiré sa fille pour la faire asseoir, mais son regard vers tante Lourdes était plein de haine. Puis M. François a parlé, sa voix rauque, mais plus ferme que la veille. « Hélène, donne-moi tous les papiers de prêt. Je veux savoir ce que toi et Vanessa me cachez d'autre. » Hélène baissa la tête. « Je les ai tous donnés. Il n'y a plus rien. » Antoine a regardé sa mère. Il connaissait bien ce regard fuyant. Il s'est approché et a dit « Maman, je te pose une dernière question. Y a-t-il d'autres documents concernant Claire, comme
Son livret d'épargne ou sa carte d'identité? Hélène a secoué la tête très vite, mais ce mouvement rapide a révélé une enveloppe jaune dans la poche de sa veste. Un coin de l'enveloppe dépassait, et dessus, il y avait écrit de sa main « Bureau de l'état civil ». Premier jour, Antoine l'a vu, et Monsieur François aussi. Antoine a tendu la main. « Maman, donne-moi cette enveloppe. » Hélène a serré sa poche. « Il n'y a rien, ce sont mes papiers. Donnez-les-moi. » Monsieur. François a crié en frappant la table. Le cri a fait trembler Hélène. Tremblante, elle a sorti l'enveloppe. Mais Antoine l'a attrapée avant qu'elle ne puisse la cacher. Il l'a ouverte devant tout le monde. À l'intérieur se trouvait une copie de ma carte d'identité, le contrat de participation désormais modifié, et un rendez-vous au bureau du notaire pour le 1er janvier. La date, l'heure et le lieu étaient clairs. Les participants étaient moi, Antoine, Hélène et Vanessa. J'ai regardé l'écran et j'ai eu un frisson. Ils avaient pris rendez-vous chez le notaire. Le plan n'était pas seulement de me forcer à signer pendant le dîner. Si je cédais le matin du jour de l'an, il m'emmènerait au bureau d'enregistrement pour légaliser le tout, et les 300 000 € de mon père deviendraient une aide volontaire pour la famille de mon mari. Maître Almeida m'a accueilli d'un ton sérieux. La préparation des documents personnels de Claire sans son consentement, ainsi qu'un contrat de vente immobilière déjà rédigé. Dans un contexte de pression et de menace de dette, il s'agit d'une situation très défavorable pour quiconque a préparé ce processus. Monsieur François s'est levé, a regardé la copie de ma carte, a regardé le rendez-vous, puis a regardé Vanessa. Ses yeux sont soudainement devenus rouges. Il s'est approché, a giflé violemment Vanessa. Le bruit de la gifle a résonné dans la pièce, silencieuse. Vanessa était stupéfaite, tenant son visage. « Père !» Monsieur François pointait sa fille en tremblant, la voix étranglée. « Je t'ai élevée pour que tu sois un être humain, pas une arnaqueuse. Si tu as des dettes, tu peux demander de l'aide, mais entraîner ton frère, ta belle-sœur, une femme enceinte dans un piège. Es-tu encore un être humain ?» Les larmes de Monsieur François coulaient silencieusement sur son visage vieilli. Il regarda Hélène, sa femme, avec une déception si profonde qu'elle traversait l'écran de mon téléphone. « Et toi, Hélène, dit-il, sa voix tremblante. As-tu oublié ce que sont l'honneur et la dignité? Comment as-tu pu permettre ça? Comment as-tu pu planifier ça avec ta propre fille ?» Hélène recula, secouant la tête, comme si elle était la victime d'un complot plus grand qu'elle. Maître Almeida a toussé, rompant le silence tendu. « Monsieur François, Madame, Hélène, Madame Vanessa, je dois maintenant vous informer des conséquences légales de tout ceci. Falsification de signature, tentative d'extorsion, violence psychologique et agression physique sur une femme enceinte. Ce sont des chefs d'accusation graves. » Il a montré les papiers sur la table. Documents, les témoignages de ce soir, y compris celui de Théo, seront joints au dossier. Nous allons également procéder à une vérification des comptes et des actifs de Monsieur Serge, Madame Vanessa et Madame Hélène, compte tenu des dettes et des tentatives d'acquisition illégale de biens. Vanessa a éclaté en sanglots, s'effondrant à nouveau sur sa chaise. Hélène est restée figée, son visage vide de toute expression, comme si elle avait finalement brisé le dernier miroir, reflétant sa propre image. Monsieur François, lui, a baissé la tête, un homme brisé par la révélation de la véritable nature de sa famille. Antoine, silencieux jusqu'à présent, s'est tourné vers l'écran de mon téléphone, son regard croisant le mien. Il n'y avait pas de triomphe, seulement une tristesse infinie et une détermination froide. « Claire », dit-il, sa voix, résonnant clairement dans le salon de ses parents. « Je ne regrette rien. Cette maison ne méritait pas que nous restions, ni que notre enfant y grandisse. » Il raccrocha. Allongé dans mon lit d'hôpital, j'ai senti une paix étrange m'envahir. La douleur physique était toujours là, la tristesse aussi, mais la peur s'était dissipée. Antoine avait choisi. Il avait choisi notre petite famille, notre futur enfant, notre dignité. La route serait longue et difficile, mais je n'étais plus seule. Le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de nuances roses et oranges, annonçant un nouveau jour, une nouvelle année. Et pour moi, une nouvelle vie, loin de l'ombre d'une famille qui avait tout sacrifié à la cupidité,